Bonjour. Bienvenue tout le monde. Voilà. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Réginald, Marion, merci d'être présents ce soir, ça fait vraiment plaisir. Dites-nous dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, si tout fonctionne parfaitement pour vous. En tout cas, un grand merci à vous tous d'avoir été présents hier. C'était un moment incroyable, Réginald nous a partagé énormément de clés et c'est pas terminé. Ce soir, on va voir encore énormément de choses ensemble. Ah oui, absolument. Avec Marion, on va découvrir un certain nombre d'univers. Moi aussi d'ailleurs, moi aussi. Pour ça, on l'a invité. Génial. Merci Marion en tout cas d'être présente avec nous. Est-ce que tu peux te présenter d'ailleurs pour tout le monde ici ce soir? Alors, on va dire, pour être très court, Marion Kaplan, je suis devenue naturopathe fonctionnelle parce que la médecine fonctionnelle, mais maintenant, on est obligé d'y passer parce que la science avance. Et si je suis là ce soir, c'est bien sûr que ça me concerne parce que j'ai toujours eu des problèmes de poids. Je me suis battue toute ma vie, je suis dans ma 71e année et à mon âge canonique, c'est-à-dire à l'âge où on devient une mémé, je ne suis pas une mémé, vous voyez. Et j'ai fait, je crois que tous les régimes de la Terre, je les ai faits. Et justement, ce dont Réginald parlait, c'est qu'il y a plein de choses qui nous empêchent ou de maigrir, en tout cas de mincir, parce que maigrir, c'est perdre de la masse musculaire, ou de mincir. Après, on reprend, on ne comprend pas pourquoi, quels sont les mécanismes en jeu. Et donc, je me suis mise en chemin à l'adolescence, puisque moi, dès que j'ai commencé à avoir mes règles, suite à des chocs psychologiques, je me suis bourrée de glace à la crème et j'ai pris du poids. J'ai le bec sucré, hein, et je crois que les personnes qui nous écoutent doivent avoir les mêmes problématiques que moi. Le sucre, c'est tellement bon, tellement réconfortant, et on ne nous avait pas prévenu à l'époque que c'était dangereux pour nous. Nous, on buvait des jus de fruits, on prenait des fruits à gogo en se disant qu'on se faisait du bien. J'ai même fait le régime Hollywood, qui était un régime très en vogue à l'époque, où tu te tapais une seule qualité de fruits, par exemple le jour banane, le jour ananas, enfin c'est n'importe quoi, et tu te fous ton microbiote en l'air, et après tu reprends évidemment tout ce que tu as perdu. Donc je comprends bien moi ce que ça veut dire. J'ai fait pas mal d'études, j'organise des congrès, j'ai écrit pas mal de bouquins. Est-ce que je peux faire la pub pour mon dernier? Allez, c'est parti. Biotique. C'est pas un livre sur l'alimentation cétogène, hein. C'est un livre qui va vous redonner votre flexibilité métabolique et qui peut vous rendre, et ça Réginald parle beaucoup du foie, il a bien raison, votre foie céto-actif. Parce que quand on a le foie gras, laissez tomber, il ne sera jamais céto-actif. Donc, y étant passé, je comprends de l'intérieur comment ça se passe. Et j'ai cherché à comprendre, bien sûr. Oui, l'intérêt, c'est que tu as vécu en fait ces périodes de régimes successifs, ces échecs aussi successifs. Oui. Et ça t'a permis aussi d'approfondir ce qui, au fond, scientifiquement, était important, de comprendre et qui pouvait expliquer certains échecs. Parce qu'en fait, l'échec amène la culpabilité. La culpabilité, on se dit, voilà, je laisse tomber, quoi, à quoi bon? Et en fait, il y a parfois un ou deux éléments, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, un ou deux éléments qui vont rendre le régime inefficace alors que les efforts sont là. Et donc, il faut comprendre pourquoi, parce qu'on est dans un environnement qui est extrêmement… Il y a beaucoup de produits processés aujourd'hui, beaucoup de produits qui sont plus lointains de la racine même des aliments. Et donc, il faut savoir ce que ça fait dans notre organisme. Et c'est pour ça que moi, j'insiste sur le foie, parce que l'organe qui détoxifie, l'organe qui démine, l'organe qui protège, c'est le foie. Donc, plus à la racine, on va utiliser, à l'amont, on va utiliser des produits qui sont bons pour nous, et mieux on se portera. C'est pour ça que j'ai invité Marion, et je pense qu'elle va nous parler à la fois des antinutriments, de tous les produits et de tous les aliments qu'on croit bons, et qui, lorsqu'on est déjà dans un état, soit on est âgé, soit on a déjà des petits problèmes de santé. Vous savez ce qu'on dit à 50 ans lorsqu'on se réveille et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort. C'est à partir d'un certain âge, on a des petits problèmes et il est normal de les avoir. Ce qu'il faut, c'est comprendre, est-ce que je vais les régler ou est-ce que je peux, par mes connaissances, les aggraver? Et c'est de ça dont on va parler.
Alors, j'ai cheminé, j'ai rencontré une médecin. Donc, tu veux dire quelque chose? Attendez, on entend un bruit de fontaine, un truc comme ça, je ne sais pas d'où ça vient. D'accord. C'est chez moi, non? Ouais, c'est peut-être chez toi. Je ne sais pas s'il y a un autre micro dans la pièce. Oui. Moi, j'ai pas. Je ne sais pas. En attendant, On a mis, en fait, non, vous allez, c'est le happening permanent. On vient d'installer un ventilateur voilà, et qu'on vient d'arrêter d'ailleurs. Voilà. super. Je ne maîtrise rien. Vous voyez, c'est extraordinaire. Les ventilateurs se mettent, ils s'arrêtent. Donc, si j'ai des gouttes comme ça qui coulent. On est parfait pour transpirer tout le live. Voilà. Allez, je rappelle un petit peu l'organisation pour tout le monde. En tout cas. Merci beaucoup à tous d'être présents. Je vous vois tous dans le chat. D'ailleurs, Marion, Réginal, n'hésitez pas à activer le chat. C'est juste sur votre droite, sur le bandeau. Vous pouvez cliquer dessus et vous irez directement dessus. Pour rappel tout le monde, vous avez la rediffusion du live d'hier qu'on vous a envoyé par mail ce matin à 9h. Vous avez les replays de toutes les soirées qu'on va passer ensemble. N'hésitez pas, c'est gratuit. Vous avez juste un lien par mail, vous cliquez dessus et vous pouvez revoir tous les conseils des experts qu'on va voir pendant les 3 prochains jours. On a vu ensemble pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids même en faisant attention. Je vous laisserai revoir le replay. On a eu aussi un témoignage d'une personne de Aurore qui a suivi la masterclass de Réginald qui était hyper touchant. Je laisserai Réginald parler du programme du jour qu'on va voir avec Marion aujourd'hui. On se retrouve demain à 19h, encore une fois, avec Réginald et Anthony Berthoud pour voir comment retrouver un poids stable sans régime strict ni frustration permanente. Pour rappel, on répond à toutes vos questions en fin de live, donc n'hésitez pas à les noter dans le chat. Et moi, j'ai toute l'équipe de Mentor Show qui me les remonte pour que je puisse les poser à Réginald et Marion. Pendant cette conférence, on aura aussi un témoignage de Anne, qui est une personne qui a suivi les conseils de Réginald aussi. Donc, ça interviendra en fin de conférence pour tous ceux qui veulent rester et comprendre dans quelle phase ils peuvent passer aussi. Et puis voilà, merci à tous en tout cas d'être présents dans ce Live Mentor Show, ça fait vraiment plaisir. Et puis Réginald, je te laisse peut-être la main sur le programme du jour. Absolument, donc on va dans la ligne droite de ce qu'on a dit et qu'on a évoqué hier. En fait, l'idée c'est toujours la même, c'est comment bien manger et pourquoi bien manger ne suffit vraiment pas toujours, parce qu'on a l'impression vraiment qu'on est à l'échec. Je prenais hier l'exemple des féculents, où pendant des années, on a dit féculents midi et soir. Les féculents midi et soir, ça complique vraiment beaucoup la perte de poids, puisque les féculents, c'est de l'amidon. L'amidon, ce sont des sucres de réserve. Et pour des gens qui sont devenus bien plus statiques qu'avant, je vous rappelle que je reparaphrase les 2 philosophes qui sont Vigarello et Le Breton, qui disent qu'on est aujourd'hui dans une société assise. Une société assise brûle moins de calories qu'une société debout ou active ou très active. Donc, il est important de comprendre que dans la mise en place d'un nouvel équilibre alimentaire, plutôt que de parler de régime, eh bien, il faut comprendre ce qu'on mange. C'est pour ça que Marion est là, parce qu'il y a aussi des produits et des aliments qui sont considérés comme sains, bons pour la santé, mais qui, dans certains cas, pour certaines personnes qui ont déjà des pathologies, vont s'avérer délétères et vont poser beaucoup de problèmes, voire empêcher la perte de poids. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, bien entendu, le microbiote, on en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup. C'est un des éléments très importants de notre organisme. Vous savez qu'on héberge 10 fois plus de germes dans notre intestin que de cellules dans notre corps, qu'en fait, nous sommes en symbiose avec elles et que si on n'avait pas ces germes dans notre intestin, on aurait une vie qui serait raccourcie. D'ailleurs, petite incidente, il y a eu une expérience qui a été faite avec des souris qu'on appelle des souris axéniques. C'est-à-dire des souris qui n'ont pas de flore bactérienne intestinale. Eh bien, elles ont une vie écourtée de moitié par rapport aux souris qui ont fait le pari, qui ont décidé la symbiose avec ces bactéries qui vont, et Marion, je pense, le dira, nous parlera des vitamines, de tout ce que ce microbiote nous apporte. Mais attention, il faut que l'alimentation respecte le microbiote. Hier, on a parlé du respect du foie, mais il faut aussi que l'alimentation respecte le microbiote, parce que le microbiote, quand il est déséquilibré, eh bien, à ce moment-là, il va envoyer des informations. Ça, c'est une grande découverte par la grande prêtresse du microbiote aux États-Unis. J'oublie son nom, donc qu'elle n'en veuille pas. Mais elle sait, on sait aujourd'hui que le microbiote parle au cerveau. Il envoie
des hormones et des messages au cerveau, et parfois même des messages qui ne sont pas des bons messages. C'est des messages du type « mange du sucre ». Parce que vous avez dans votre flore bactérienne intestinale une majorité de germes qui sont amidovores, qui aiment l'amidon. Et donc, ils vont avoir tendance à envoyer des messages pour que vous alliez chercher cette alimentation. Je fais un parallèle rapide. Je ne sais pas si vous avez vu ce coléoptère qui se fait infecter par une larve de mouche. Et comme la larve de mouche a un développement dans l'eau, elle le pousse, elle va dans son cerveau, elle le pousse à se suicider dans l'eau, à se noyer pour que la larve puisse aller en milieu aquatique. Eh bien, la flore bactérienne, parfois, elle a la même action. C'est-à-dire qu'elle va nous pousser, à l'insu de notre plein gré, comme diraient certains humoristes, pour aller consommer des choses qu'on n'a pas envie de consommer. Voilà. Donc après, nous verrons, j'ai perdu la diapositive, donc c'est dommage. On est bon. Voilà. Et donc, on parlera surtout aussi des habitudes dont on dit qu'elles sont saines. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines aussi en matière de nutrition. Et je pense que Marion va remettre les choses au point et au clair. Donc Marion, j'aimerais bien que nous commencions sur justement les aliments qui peuvent s'opposer à la perte de poids et dans quelles conditions peuvent-ils même être toxiques pour la santé des personnes qui vont les consommer. Alors, si tu veux bien, j'aimerais quand même expliquer, peut-être que tu l'as fait, mais moi j'ai ma manière d'expliquer cette histoire de flexibilité métabolique, parce que c'est la base. C'est la base, parce qu'on est des hommes qui avons toujours les mêmes organes que du temps du Paléolithique, c'est-à-dire qu'on a réussi à survivre pendant des centaines de milliers d'années avec les mêmes organes. Ton foie, ton pancréas, tes reins, ton cerveau, c'est les mêmes qu'il y a 300 000 ans, d'accord? Et donc aujourd'hui, on est dans une civilisation de produits et non plus d'aliments, parce que les produits ultra transformés, c'est plus des aliments du tout. On devrait... Je suis désolée, toi, tu mettras un peu de modulation parce que tu es plus gentil que moi. Moi, comme j'ai beaucoup souffert, tu comprends? Parce que je suis à la fois très fragile, je prenais du poids à gogo très, très rapidement. Donc, c'est une bataille de toute une vie. Et j'ai enfin trouvé l'équilibre, mais j'ai mis du temps. Et le livre que je viens de sortir, j'aurais bien aimé l'avoir quand j'avais 15 ans, tu vois. Donc, cette flexibilité métabolique, il y a plein de choses qui l'empêchent de passer du glucose où tu sais que j'avais gardé un morceau de sucre pour vous montrer parce que ça parle. Ça, c'est ce qui circule dans ton sang, dans tes 5 litres de sang. 5 grammes. Pas plus, pas moins. Je suis désolée, Réginald, je vais un peu sur tes plates-bandes. Non, mais franchement, alors là, tu as la parole, on est dans mon talk show, tu es invité en tant qu'experte, donc tu as la parole. Et tu ne dois pas prendre de gants vis-à-vis de moi. Si je ne suis pas d'accord. Ça, tu comprends. Donc, oui, je suis médecin et voilà, et d'accord, mais il y a la science. Pour moi, il y a la science, il y a ce qui est publié, et puis les conseils qu'on peut donner et comment nous traduire de façon pédagogique pour que tout le monde comprenne. Voilà, cette pédagogie, c'est ça. Ça circule dans ton sang. Si tu n'en as pas assez, tu es en hypoglycémie, tu peux passer dans le coma. Et si tu en as plus, tu commences à délivrer plus d'insuline parce que l'insuline, elle va donner un coup de balai pour faire rentrer ce sucre dans tes cellules. Et s'il n'y a plus de place dans les cellules, elle va faire des cellules graisseuses. On connaît ce circuit. Absolument. 2 morceaux, tu es diabétique si ça circule dans ton sang en permanence. D'accord? 2 grammes à 2 grammes en permanence dans ton sang, tu es diabétique. Okay. Ça, c'est important parce que moi, j'aurais pu être diabétique. Hein. J'ai tellement de belles sucrées, personne ne m'avait prévenu. Hein. Quand tu manges un bol de riz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu manges 10 morceaux de sucre, ok? Moi, je ne savais pas ça. Le riz, les pommes de terre, les pâtes, avec ou sans gluten, eh bien, tout ça, c'est du sucre. Pour des gens comme moi, alors évidemment, je fais comme maintenant on a des moniteurs, on peut voir, là je monte un peu parce qu'il y a du stress, donc j'ai en permanence, tu vois, elle est plate ma courbe, hein. Oui. J'ai en permanence. Ce que montre Marion, ce sont les capteurs qui permettent de mesurer la glycémie qu'on a derrière le bras, voilà, et qui est très utile. Encore une fois, moi je suis très favorable aux capteurs, qu'on soit diabétique, prédiabétique ou pas du tout, parce que avec l'âge, les choses peuvent changer.
La Bah, part oui, de pizza à 30 ans qu'on avalait comme ça, à 50, c'est différent. alors, Réginald, c'est pas que les choses peuvent changer avec l'âge. Ah Les non, choses changent. absolument. Nous, les femmes, parce que toi, tu es un homme, et moi, je suis une femme, et je sais bien ce que c'est que la ménopause pour y être passée, et je comprenais pas pourquoi je mangeais la même chose, et il y avait un petit filet de gras qui commençait à s'installer sur mon ventre. Je dis, mais c'est quoi ça? Et donc, j'ai compris que physiologiquement, c'est la nature nous rend résistantes à l'insuline, à la ménopause, à cause de la chute des estrogènes. Donc, tu peux plus manger comme avant. Et donc, cette filière de glucides, où tu dois en équilibre avoir qu'un carré de morceau de sucre, quand tu es en flexibilité métabolique, c'est-à-dire que tu as un bon foie qui fait bien le travail, que tu dors bien, que tu fais de l'exercice et que tu n'es pas trop sucré, que tu ne fais pas 5 repas par jour, etc., tu vas passer au coffre-fort à graisse, c'est-à-dire les corps cétoniques. C'est-à-dire ton foie, pardon, va pouvoir mobiliser à travers les triglycérides des graisses et les fabriquer en corps cétoniques. Ces corps cétoniques, tout le monde, pour ceux qui ont fait un peu de marche un peu compliquée, connaissent le mur et comment, après ce mur, paf, tout d'un coup, tu as une patate d'enfer. Moi, je l'ai vécu et je ne savais pas que c'était finalement les corps cétoniques qui te donnaient le carburant. Et c'est un carburant qui te donne à la fois de la vitalité, un mental nickel, qui fabrique moins de radicaux libres, c'est-à-dire moins d'inflammation. Parce qu'en vieillissant, nos mitochondries, c'est-à-dire ces petites centrales énergétiques, elles sont fragiles. Et pour les renouveler, c'est l'exercice physique, mais aussi ne pas trop les solliciter. Et ça, c'est les travaux de Stephen Gundry qui parlent de découplage des mitochondries. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très nouveau parce que vous comprenez que vos centrales énergétiques que vous avez dans vos cellules, si elles sont à fond, eh bien, si elles n'arrivent pas à se découpler, elles vont émettre énormément de radicaux libres. Et pour Je voudrais juste préciser pour nos auditeurs que, tu l'as dit, les corps cétoniques, c'est lorsque on ne peut plus extraire l'énergie, le glucose par les sucres que nous avons et que l'organisme est obligé de transformer les graisses comme énergie. Et que lorsqu'elle fait ça, ça crée des corps cétoniques. Voilà, c'est pour ça voilà, que ça, c'est un phénomène naturel, ancestral. absolument, absolument. L'être humain a toujours vécu sur cette flexibilité, ce qui fait que quand il n'avait pas de gibier, parce que depuis 3 jours, il n'y a pas de gazelle qui passe ou pas de mammouth, eh bien, ils étaient en jeûne plus que séquentiel, ils étaient en autophagie obligatoire et leur énergie était à partir des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques ne peuvent se délivrer que quand l'insuline est basse. Si ton taux d'insuline est haut, tu n'as pas de corps cétonique. un tes corps cétoniques. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup souffert, parce que si tu jeûnes et que tu es en inflexibilité métabolique, parce que j'ai toujours carburé sur le sucre, d'accord? Il faut carburer sur les deux. Je n'ai pas dit de ne carburer que sur les sucres ou que sur les corps cétoniques, non, 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 parce qu'il y a des périodes où la femme devrait manger plus de glucides dans son deuxième partie de cycle, donc j'ai jamais dit d'être en cétose permanente, surtout pas, mais d'être en alternance pratique, tu vois, tu n'as plus d'essence, plaque, tu passes à l'électrique et ça se fait tout seul. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plein d'empêchements pour passer à cette flexibilité qui était naturelle chez nous, et c'est parce qu'on est toujours sur les glucides. Étant toujours sur les glucides, l'insuline est toujours au boulot, et tant que l'insuline est au boulot et elle monte, tu ne peux pas avoir accès à ça. Et donc, quand tu jeûnes, ce qui était mon cas, quand j'étais jeune, ça va. Quand tu es jeune, tu es plus facilement tu passes plus facilement sur tes corps cétoniques, tu es plus flexible facilement. Mais quand tu vieillis, j'ai voulu refaire un jeûne long, c'est-à-dire une semaine, quand j'avais plus de 60 ans. Eh bien, je n'ai pas perdu 1 gramme, d'accord? Tu t'es épuisé en plus, Je me probablement. suis épuisée parce que mon corps n'arrivait pas à passer au corps cétonique, parce que moi, j'avais le cortisol à fond. Le cortisol, c'est le stress. Il va faire monter ton glucagon, qui va faire sortir le sucre, et tu rentres dans ce cercle vicieux parce que tu ne peux pas avoir accès à tes corps cétoniques. Donc, tu as le brouillard mental, tu es fatigué, tu n'as pas la patate. Donc, je ne comprenais pas, tu vois. C'est pour ça que, y étant passé, j'ai mis 2 ans
à être vraiment en flexibilité métabolique. 2 ans. Je ne comprenais pas que je ne mangeais pas le matin, j'allais faire du vélo, je montais à 150. Pour les personnes qui nous écoutent, un parallèle peut être fait, c'est un parallèle hardi avec une voiture hybride. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, voiture hybride, elle a à la fois une propulsion électrique et une propulsion thermique. Eh bien, l'homme, il a la même chose. Il est capable d'être en propulsion thermique quand il mange des sucres et des amidons, mais quand il n'a plus ni sucre ni amidon, à ce moment-là, le niveau d'insuline baisse, puisque le niveau d'insuline il est lié uniquement à la présence de sucre dans le sang. Et à ce moment-là, il se met en mode hybride, en mode électrique, et il utilise les corps cétoniques, qui ont un avantage incroyable, c'est que, alors, ils ont un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'ils sont très dynamisants pour le cerveau. Ils boostent vraiment. On est très actif quand on a des corps cétoniques. Le problème, c'est parfois l'haleine, parce que ça fait une haleine un peu de pomme. C'est comme ça qu'on reconnaît. Bon, toi, tu ne l'as peut-être pas, mais moi, je ne l'ai jamais eu, moi. Voilà. Je ne l'ai jamais eu. Voilà, mais il faut y aller progressivement. C'est pour ça que dans Kétobiotique, j'explique bien les étapes, etc. Mais alors, donc, il y a des éléments qui t'empêchent de retrouver cette flexibilité métabolique. Et ça n'est pas que le sucre. J'ai découvert avec les travaux de Catherine Shanahan, qui a écrit un livre chez Thierry Souka qui s'appelle Dark Calories, que j'invite les gens à lire, parce que c'est essentiel à connaître aujourd'hui. Tous les Américains s'y mettent. Vous savez, ça fait 2 ans que je fais un cycle métabolique avec un journaliste scientifique, Lannes Eden, surtout sur Instagram, parce que je trouve que en France, on est en retard. Et eux, ils ont des budgets que nous n'avons pas. Et donc, ces budgets font que ils sont à la pointe des études, à la fois par le professeur Ben Bikman, qui a écrit un livre qui s'appelle Why We Get Sick, qui a été traduit par Résistance à l'insuline, et ce livre Dark Calories, qui est juste incroyable. Elle a démontré elle les appelle les 8 détestables, les 8 hateful, que certaines huiles de graines, surtout raffinées, hein, donc vraiment vos bouteilles en plastique jaune, je suis désolée, jetez-les à la poubelle. Pourquoi? Parce que ces huiles de graines, non seulement sont pro-oxydantes, d'accord, mais elles empêcheront, ça n'est pas un carburant pour vos mitochondries, et elles peuvent bloquer votre flexibilité métabolique pendant plusieurs années. L'huile de tournesol, l'huile de cartame, l'huile de colza, je parle des huiles raffinées, hein, l'huile de coton, l'huile de soja, l'huile de maïs et l'huile de son de blé. Bonne mémoire là. Hein. Donc, ces huiles détestables, franchement, moi, je prenais de l'huile de cendrier, on m'avait dit, elle est bio, elle est géniale, donc j'adorais faire des mayonnaises avec. Eh bien, c'est de la cochonnerie. Donc, je vous conseille vraiment, si vous voulez consommer des huiles, consommez de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, de l'huile de coco. L'huile MCT, en plus, elle est géniale parce qu'elle vous permet de délivrer des corps cétoniques, même si vous êtes en inflexibilité métabolique. Ça, c'est les travaux de Marie Newport, qui avait un mari Alzheimer. Mais s'il vous plaît, je sais qu'elles n'ont pas de goût, donc c'est vachement facile à utiliser pour les mayonnaises, pour les salades. Moi, dans ma famille, ils n'aiment pas l'huile d'olive. Malheureusement, j'adore ça. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire, Marion, c'est que pour retrouver, on a un mode de vie, on a un acquis, on a des gènes, et puis notre mode de vie va nous mettre dans un axe de moins en moins flexible, et on va avoir un métabolisme qui va se reproduire à chaque fois. Ce métabolisme, si il a tendance à stocker, on va commencer à prendre du poids, on va stocker avec le poids, et on ne comprend pas parce qu'on a une vie plutôt normale. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que pour retrouver cette flexibilité métabolique, il y a des gens qui vont la retrouver en 3 mois, d'autres en 2 ans. Oui, et que pour ça, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu nous dis, parce qu'il faut bien donner les codes pour que les gens puissent retrouver cette flexibilité métabolique. D'un autre côté, il y a effectivement, quand on rentre dans cette logique-là, ce qu'il va falloir, c'est empêcher des aliments qu'on utilise tous les jours de venir perturber la souplesse que l'on va retrouver. Voilà. Absolument. Donc, je dis ça parce que on peut tout jeter d'un coup, mais on ne peut jeter d'un coup que si, je parle des huiles de graines, hein, que si on a d'abord, il faut adapter ça à son environnement, à sa famille, et le faire progressivement. Il faut que la migration soit progressive. Parce que tu le sais, quand il y a des... sauf si on a ton caractère, Marion. Mais, moi, c'est poubelle. Hein. Voilà, c'est poubelle. Il y a des gens qui diront, ouais, mais bon, on m'a dit que la machin pépin de raisin
Ah oui, voilà. J'avais oublié la pépin de raisin. Ça fait partie des huiles détestables. Exactement, c'est pour ça Merci que de le dire. Mais donc, à ce moment-là, il faut y aller progressivement. Il faut le faire dans un but, avoir une vision. C'est ce qu'on a essayé de montrer hier, c'est que c'est une vision, il faut tendre vers. Parce que ce qu'on veut quoi? C'est perdre du poids, être en bonne santé, et pas reprendre son poids, et pas retomber dans les mêmes travers. C'est pour ça d'ailleurs que la piste médicament, même si elle est extrêmement efficace, elle court-circuite tout le reste. Parce qu'on est toujours dans le même état, c'est-à-dire qu'on prend un état métabolique, on l'optimise avec le médicament, mais on ne change rien. Ok, mais comprenez quand même que ces huiles de graines, ça fait très récemment qu'elles sont dans l'humanité. Il n'y en avait pas avant les années 30, 40. Ça n'existait pas. Il y avait l'huile d'olive, point barre. Et très. Il y avait le beurre, il y avait la graisse de bœuf qui coûte pas cher. Il y avait donc on l'appelait le suif. Il y avait le saindoux. On faisait des frites, même en Belgique encore, ils font les frites à la suif de bœuf. Et c'est bien meilleur pour votre santé que de les faire avec une huile de tournesol dégueulasse, bourrée d'hexane, hyper raffinée, pro-oxydante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, outre le fait de vous faire prendre du poids ou de vous empêcher de perdre du poids, ça vous fait rouiller. L'oxydation, c'est la rouille. Et la rouille, c'est vieillir. C'est ressembler à rien quand on est vieux et avoir mal partout. Donc, moi, comme ça, je suis un peu forte et toi, tu temporiseras, Réginald. Donc, moi, ces huiles de graines, c'est clair, net et précis. Et il faut savoir qu'elles se cachent. Oui, mais Marion, il y a un point quand même. Dans tous les gâteaux industriels et tout ça. Donc, on a beaucoup intoxiqué les gens pendant des années parce que ces huiles sont les enfants, les filles naturelles de la lutte contre le cholestérol. C'est-à-dire que quand on a… Fausse lutte, c'est du fake news, ça. Oui, non, mais on est d'accord, on en a parlé hier, mais la réalité, dans les années 60, cette vague anti-cholestérol, là on parle au niveau mondial quand même, puisque c'était l'OMS à l'époque qui fait la pyramide. On nous a appris une légende qui est fausse. Et moi, je m'insurge contre ça. Je me mets en lanceur d'alerte. On nous a dit plein de conneries sur le plan alimentaire. Maintenant qu'on a des codes, on est allé dans le grêle, on va dans le génotype, on va très très loin dans la science. Il faut arrêter de croire que Ève elle a mangé la pomme et que on est foutu à cause de ça. Elle n'a pas mangé la pomme, elle a touché à l'arbre de la connaissance. Ouais, la pomme, c'est une simplification un peu rapide. Là, ce soir, on touche à la connaissance. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on peut juste, parce que dans le chat, il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent, qui ont du mal à bien comprendre. C'est pour ça que je regarde un peu. Et flexibilité métabolique, corps cétonique, ils ont du mal à bien comprendre si on peut être un peu plus clair pour Alors, je vais l'expliquer. Et si ce n'est pas assez clair, Réginald, tu le feras. Je suis sûr. Deux filières pour faire de l'énergie. La filière des sucres, on appelle ça le glucose, et la filière des graisses, on appelle ça les corps cétoniques. D'accord? Les protéines, elles sont toujours au milieu, c'est-à-dire elles vont bâtir tes enzymes, tes protéines, tes muscles, tes os, etc. Et si tu en manges trop, ça va se fabriquer en sucre aussi. Donc, les deux filières pour faire de l'énergie, le sucre, les graisses. OK? Donc, quand tu es flexible, tu passes de l'un à l'autre tranquille. Tu passes de voiture hybride, hop, électricité, essence, paf, 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 il n'y a pas de problème. Si tu ne manges pas, tu as tes corps cétoniques qui vont, l'insuline elle est au plancher, tout va bien. Mais, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui t'empêchent, qui font gripper la machine, qui se mettent c'est le sable dans les rouages, ce sont les huiles de graines et d'autres antinutriments qu'on va trouver dans les végétaux. Est-ce que tu veux expliquer autrement Non, mais je suis d'accord. Je dis juste que quand on n'a pas assez de réserves de sucre, et on en a beaucoup, nous, dans notre civilisation, parce qu'on mange des féculents, donc on a toujours des réserves. Et d'ailleurs, ces réserves, elles sont stockées sous forme de gras dans les adipocites. Oui, mais le corps sait la fabriquer, son sucre. Voilà. Et quand on a plus ces sucres, à ce moment-là, le corps, il switch, il passe sur une autre énergie. C'est ça, le corps cétonique, c'est une autre forme d'avoir de l'énergie, qui n'est pas une ancestrale et naturelle. Voilà, exactement. Qui est ancestrale et naturelle. Et on est fait pour ça. Et on doit être fait pour ça. La nuit, moi, j'avais porté un capteur de corps cétonique, et la nuit, pof, pof, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis le matin, quand on est à jeun la nuit, donc plus ça redescend. Voilà. Et c'est naturel. Mais si tu n'es jamais là-dedans, bah, tu gonfles, tu grossis, tu grossis. Et si tu bois beaucoup de jus de fruits, tu manges beaucoup de fruits, beaucoup de miel, bah, tu vas fabriquer du foie gras et tu ne pourras pas être capable d'aller fabriquer ces corps cétoniques qui sont naturels à notre constitution. C'est ça qui est important de le comprendre. On parlera peut-être du fructose tout à l'heure. Oui. Ça, c'est la bête noire parce que
Parce que moi, à l'époque, tu te rends compte qu'ils te vendaient des pots de fructose, tu te souviens, Vivis, là? Oui. Ils vendaient des pots de fructose parce qu'on voyait que ça ne faisait pas monter la glycémie, sauf qu'on s'est aperçu que ça te faisait du foie gras, quoi. Et on disait, ah, c'est bien pour les diabétiques, le fructose. D'ailleurs, en Allemagne, les produits pour diabétiques dans les supermarchés, quand vous allez dans un supermarché en Allemagne, les produits pour diabétiques, c'est des produits au fructose. C'est terrible. Alors que le fructose est vraiment le poison pour un diabétique, puisqu'il va commencer à rendre le foie gras. Alors, j'explique pourquoi. Parce que le fructose, qui est le sucre des fruits, le fructose n'est pas utilisable par l'homme directement pour ses cellules, contrairement à certains animaux. Donc, il faut à ce moment-là que le fructose, ce sucre des fruits, soit transformé en glucose. Et l'organe qui en est responsable de cette transformation, c'est le foie. Et ça lui demande beaucoup de travail. S'il a trop de fructose, à ce moment-là, il va avoir tendance à le stocker sous forme de graisse, pour faire rapide. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'une orange, c'est un trésor. Un jus d'orange, c'est 3 oranges d'un coup. Alors, bien, quand on a 20 ans et qu'on a un foie en pleine forme, eh ben, il va avoir ça, c'est pas grave. Quand on en a 50, plus la diminution des oestrogènes à la ménopause qui protège le foie, eh bien, à ce moment-là, c'est du poison pour le foie. Voilà. Ne mangez pas de calories liquides. Donc, tous les sodas vont à terme, en fonction de… Si vous en prenez un de temps en temps, c'est pas grave. Non. Mais si c'est pour vous, c'est un rituel de boire des sodas, le soda marron que vous connaissez, avec ou sans sucre, parce que le sans sucre contient de l'aspartame qui est un neurotoxique, il faut le savoir quand même. À haute dose. Hein? À haute dose. Ah, ouais, bah tiens, alors là, écoute, j'ai visité l'usine parce que c'est à côté de chez nous. Tu es obligé de mettre des masques, tu pleures, tellement l'acide phosphorique est une saloperie, émerge des gaz toxiques. Et on boit ça? Non, l'aspartame, c'est vraiment une cochonnerie. Je vous déconseille l'aspartame, vraiment. Parce qu'en plus, ça te fait monter ton insuline, parce que ça te donne un message sucré dans la bouche, et ton insuline a dit, il est où le sucre? Et l'insuline, elle monte. Effectivement. De toute façon, on sait aujourd'hui que les édulcorants sont délétères pour la flore bactérienne intestinale. Parce que si nous, effectivement, on n'a pas d'augmentation du glucose dans le sang, quoique, parce qu'il y a des effets réflexes chez certaines personnes, eh bien, pour le microbiote, c'est extrêmement délétère. Donc, mais le problème, c'est que quand on dit non à l'aspartame, fais attention. Est-ce que ça veut dire que tu dis oui à l'acésulfame de potassium, au sucralose et aux autres? Non, moi, tu sais à qui je dis oui? Et ça on ne l'a pas en France, mais on peut le commander par Internet. Oui. C'est l'allulose. L'allulose. Toutes les études. Alors là, tu pourrais me dire, parce que Lustig, Bickman, Gundrich, d'ailleurs, lui qui l'a découvert, c'est un sucre rare qui n'est pas métabolisé, mais qui est un postbiotique qui active ton GLP-1. Tu fais les fameux sémaglutides dont on fait tellement la pub aujourd'hui. Eh bien, l'allulose a le goût du sucre et se travaille comme le sucre. Mais comme c'est un sucre rare qui a une liaison près, n'est pas métabolisé, mais agit comme un postbiotique, ça te donne une satiété. Parce que tout le monde sait, et moi la première, et je pense que beaucoup des femmes qui nous écoutent, le handicap, c'est la faim. Et quand tu as faim, tu pourrais manger n'importe quoi. Et ça, c'était mon cas tout le temps, puisque j'étais tout le temps en hypoglycémie, j'avais faim. Mais concernant l'allulose, 2 remarques. La première, c'est que moi, je préfère qu'il n'y ait pas d'édulcorant et qu'on se déshabitue du goût sucré. Ouais, ben écoute, voilà. Moi, j'aime bien faire un petit dessert à l'allulose, parce que c'est pour moi des desserts réconfort. Tu vois, tu me demandes d'être douce, ben, j'ai mes petits réconforts, je me fais mes petits lemon curd, mes petites crèmes brûlées, avec de l'allulose, ben, c'est vachement. Deuxièmement, on a l'utilisation de l'allulose à peine 10 ans. Donc, il faut peut-être qu'on ait… 10 ans. Non, il y a au moins 15 ans aux États-Unis, et c'est en vente libre, vous l'avez sur un site, c'est dans mon bouquin, et vous le recevez sans problème. C'est plus cher que le sucre, comme ça, ben, comme vous ne mangerez pas souvent des desserts, ce n'est pas grave, mais au moins, on peut satisfaire sa gourmandise. Parce que ce bec sucré que j'ai depuis que je suis toute petite, on me nourrissait au lait concentré sucré. Eh bien, tiens, va te déshabituer. Même à 70 ans, j'ai envie de temps en temps de ce petit truc, tu sais, qui est réconfortant. Ce n'est pas un besoin physiologique, c'est un besoin psychologique. Et l'allulose, moi, j'avais essayé l'érythritol, le xylitol, j'ai tout essayé. Oui, mais ceux-là, ils marchent bien, mais ils donnent des flatulences. Ils donnent non. Alors, tu sais chez qui ils donnent des flatulences, Réginald? Chez les gens qui ont un SIBO.
quand tu as un SIBO, tu peux éventuellement, très rare, hein, avoir des flatulences. Ça veut dire que, comme tu as un SIBO, ton microbiote, il est en l'air, et c'est là où les antinutriments dont je parle dans mon livre vont être très importants à éviter, parce que moi, j'avais du SIBO aussi. Hein. Donc, j'avais tout. Hein. L'intestin, il était dramatique chez moi. Donc, c'est pour ça que moi, je vous donne des éléments très pointus que j'ai petit à petit élagués. Alors, c'est vrai que c'est du boulot. Je ne demande pas aux gens d'avoir fait tout ce boulot, mais je leur donne des solutions. Parce que quand on a un SIBO, la médecine moderne, elle ne sait pas te faire sortir d'un SIBO. Elle continue à te dire de manger méditerranéen. Moi, si tu me fais manger méditerranéen, j'ai un ventre d'une femme enceinte de 6 mois, je ne maigris pas, je suis constipée, j'ai le brouillard mental et c'est une catastrophe. Et je pense que beaucoup de femmes sont comme ça. Donc, les végétaux, certains végétaux ne sont pas nos amis et on va l'expliquer après. D'accord. Donc là, on a parlé des huiles de graines que tu déconseilles fortement. Quels sont les autres éléments que tu déconseilles? Moi, je les appelle les cavaliers de l'apocalypse métabolique. Et ça, c'est une série. Il faut faire Page 110. une série. Alors, il y a d'abord le docteur Stephen Gundry qui avait écrit il y a quelques années, d'ailleurs j'étais la première à en parler, toujours pareil, hein, c'était les lectines. Oui. Et tu sais que les végétaux, ben, ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas se défendre, donc ils ont trouvé un truc génial, c'est la chimie, et ils ont, avec leur chimie, ils arrivent à ne pas se faire dévorer par les herbivores, les parasites, les champignons. Et donc, il y a deux types d'antinutriments, on appelle ça un antinutriment, parce qu'ils vont vous empêcher d'absorber les sels minéraux, ils vont chélater votre magnésium, votre sodium, votre potassium, votre calcium, etc. Donc, vous déminéralisez. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, à partir de la ménopause, sont en ostéoporose, d'accord? Alors qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles mangeaient bien, elles mangeaient entre guillemets sainement. Tu comprends? Moi, je mangeais sainement, hein. Je mangeais Kousmine. C'est-à-dire, Kousmine, c'était une médecin suisse qui a travaillé sur les cancers et les scléroses en plaques, qui disait qu'il fallait manger des huiles pressées à froid bio, mais on mangeait méditerranéen, du pain complet au levain, un peu de viande, mais pas trop, pas plus de 2 fois par semaine. Mais j'étais sous-protéinée, j'ai mangé plein de lectines et plein d'oxalates, on va parler après. Donc les lectines, cet antinutriment, l'avantage, c'est qu'il passe et il s'en va. C'est-à-dire qu'il va faire des trous dans ton intestin. La pire des lectines, pour moi, c'est le gluten, surtout dans les blés modernes. Parce que ce blé, s'il est ancien, s'il est travaillé au levain naturel comme le Pané Vivo, celui-là, il me posera beaucoup moins de problèmes que les pains industriels que tu trouves dans le commerce. Hein. Mais tout le monde ne va pas aller chez Pané Vivo pour acheter du pain au levain naturel, fait au blé ancien, ancestraux, etc. Donc moi, de toute façon, je ne mange plus du tout de céréales depuis 26 ans. 26 ans, je ne mange plus du tout. Bref. Et les lectines, donc, vont perméabiliser ton intestin. Est-ce que tu peux donner la liste des aliments qui ont des éléments des lectines? Alors, pour Gundry, c'est surtout les céréales avec gluten, surtout, d'accord? Les solanacées, c'est-à-dire pommes de terre, tomates, poivrons, aubergines. Les amandes, les cacahuètes, les noix de cajou. C'est surtout ceux-là. Il y a un petit peu pour lui les tournesols, mais ça, c'est pas grave. Donc, il y a aussi le fait dans les légumineuses de les tremper. Oui, les légumineuses. Mais les légumineuses, on peut les tremper. Alors lui, il explique de les préparer carrément. C'est le seul truc où je suis d'accord avec la cocotte minute. C'est que si tu prépares tes lentilles et tes pois chiches à la cocotte minute, tu élimines les lectines. Voilà. Ou alors, il faut les faire pré-germer, les cuire longuement. Donc, heureusement, la fermentation et la cuisson peuvent neutraliser un certain nombre de lectines. D'accord? Donc, on me téléphonait, je viens de raccrocher. Et au passage, parce qu'après, on va parler du microbiote et tout, mais parce que pour que ce soit bien clair pour tout le monde dans le chat, parce que je vois que les gens, c'est pas très clair pour eux, ils veulent que ce soit simple, efficace, et je suis d'accord pour qu'on comprenne bien. Parce que là, on a l'impression un peu qu'on ne doit rien manger. Simplement dans mon livre, comme ça, ils pourront prendre chapitre par chapitre. Non, mais en vrai, parce que là, toi, on se dit tous, ok, mais du coup, on ne prend pas d'huile, on ne prend pas d'amandes, on ne prend pas de noix. Qu'est-ce qu'on peut prendre surtout? Maintenant, c'est pas fini.
qu'est-ce qu'on ne peut pas manger? Je vous dirais ce qu'il faut prendre après. Parce que parmi ces antinutriments, donc les lectines, l'avantage, c'est qu'on peut, par la fermentation, par des cuissons adaptées à leurs problématiques, on peut en consommer. Pas trop. Beaucoup de gens, quand ils prennent un plat de lentilles, ils pètent pendant 3 jours. Donc, si vous pétez, ça veut dire que ce n'est pas bon pour vous. Donc, évitez ce genre d'aliments. Donc, les lectines, ce n'est pas la peine de rentrer trop dans les détails. Donc, c'est surtout, je vous dis, les céréales, les légumineuses, mais avec le mode de préparation, on peut éviter de se charger en lectines. Okay. Mais il y a quand même une grande problématique de perméabilité intestinale aujourd'hui parce que ces consommations de pizza, de pâtes, etc., entretiennent ce cercle vicieux qui vous empêchera de maigrir, mais qui en plus vous rendra malade. Mais le pire pour moi, et qui est passé sous le radar complet, mais même moi, je ne savais pas, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Hein. Et c'était une très mauvaise nouvelle pour moi parce que je faisais quand même des pains sans gluten avec du sarrasin et il y en a plus dedans. Alors, ce sont les oxalates. On connaît ça depuis très longtemps parce que ces oxalates, c'est aussi une manière qu'a la plante de se défendre, c'est qu'elle va irriter le tube digestif des bestioles qui les mangent, mais surtout, elle va s'accumuler dans l'organisme. Et l'acide oxalique va se combiner au calcium et va fabriquer des petites fibres, comme si tu cassais du verre, tu vois, et tu as des micro-particules de verre, et qui vont se mettre sur les reins. Tout le monde connaît les coliques néphrétiques, mais tout le monde ne fait pas de colique néphrétique. On peut être aussi en insuffisance rénale, qui est aussi une des pathologies du diabète type 2. Hein. On les trouve dans quoi, les oxalates? Alors, ces oxalates vont se mettre sur la thyroïde, sur les seins, qui peuvent être des seins pierreux, tu vois. Ils vont se mettre sur la vessie. Les femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles ont une vessie enflammée, elles font des cystites à répétition. C'est important de le savoir parce que tu as des gens qui ont des fibromyalgies et qui ont des douleurs partout, ils ne comprennent pas pourquoi. On appelle ça un syndrome plutôt qu'une maladie, mais on ne sait pas la soigner. Et quand tu élimines ces antinutriments, ça c'est Sally Norton qui a écrit Toxic Veggies, qui l'a découvert parce qu'elle prenait des jus verts tous les matins, des jus détox avec épinards, céleri branche, lait d'amande, peut-être qu'elle mettait un peu de tomate dedans, vas-y que je te mixe tout ça, et elle buvait ça le matin croyant se faire du bien. Elle a été en fauteuil roulant pendant 4 ans, elle a été opérée des pieds parce qu'elle ne pouvait plus marcher, et quand elle a, alors je sais, elle raconte comment elle a découvert ça, quand elle a arrêté, ses douleurs se sont arrêtées. Et ces oxalates, le gros problème de ces oxalates, c'est qu'ils s'accumulent et que si tu en manges beaucoup, et c'est le problème de notre société, comme tu le disais Réginald, des gens comme moi, on veut trop bien faire. Et en voulant trop bien faire, on s'est éloigné de l'alimentation de nos arrière-grand-mères qui mangeaient très varié, de saison, il n'y avait rien d'ultra transformé. On mangeait du pot-au-feu, on mangeait du bœuf carotte, on mangeait du poulet rôti, on mangeait des soupes aux choux, on mangeait très varié. Aujourd'hui, on mange toujours la même chose. Et c'est pour ça que les gens disent « mais attends, on ne peut plus rien manger ». Et ces oxalates sont tellement pernicieux que tu peux te retrouver en insuffisance rénale avec tes jus verts. Donc, là où il y en a le plus, les épinards. Tu es très vite passé de l'autre côté. Tu as une capacité d'assimilation d'à peu près 200 à 250 mg d'oxalate par jour. C'est très vite vu, hein, parce que si tu manges 100 g d'épinards, tu es déjà à 700 mg. Oui, absolument. Mais après, ce n'est pas bien pour tout le monde. Ah si, pour tout le monde. Alors, les gens qui ont une bactérie qui s'appelle Oxalobacter formigenes, il y a des laboratoires qui la cherchent. Ceux-là vont mieux le supporter, mais tu ne vas pas manger des épinards tous les jours. Si tu manges une fois des épinards, ça va. Mais il y a des gens qui en prennent tous les jours dans leur jus vert. Et c'est ça qui ne va pas. C'est le tous les jours. Il y en a dans les amandes. Il y en a beaucoup dans les amandes. Donc, alors, si il y en a dans la betterave. Il y en a dans le cacao. Donc, le chocolat, plus il est noir, plus il est riche en oxalate. C'est une mauvaise nouvelle, j'adore le chocolat. Donc, j'ai fait faire par un labo un dôme de citrate que tu trouves sur Nutri-Store. Et quand tu veux manger un brownie, ben, tu prends ton dôme de citrate et il ne fera pas les dégâts qu'il doit faire, tu vois. Tu en as dans les cacahuètes. Moi, j'adorais les noix de cajou. Ça ne m'empêche pas de temps en temps d'en manger. Et j'en veux en prendre 4-5, pas plus. Parce que là, tu passes de l'autre côté, tu vois. Et
comme ce sont des antinutriments, ça te déminéralise et ça te rend en inflexibilité métabolique. Et j'ai appris que le candida albicans que nous avons dans notre intestin quand il est tranquille, mais quand il y a trop de candidose, ce qu'entraîne l'alimentation sucrée, il fabrique en plus des oxalates endogènes. Donc l'endogène plus l'exogène, ça fait beaucoup. Et pour les éliminer, il y a tout un process parce qu'il faut éviter le dumping oxalique, c'est-à-dire que si tu arrêtes d'un coup, ton corps veut absolument s'en débarrasser. Et là, c'est dangereux. C'est là où on fait les calculs d'ailleurs. Il faut être vigilant, voilà. Moi, je parle à des gens qui veulent régler leurs problèmes de santé, leurs problèmes de poids. Ceux qui sont en bonne santé, de toute façon, ils n'écouteront pas notre podcast. Donc, voilà. Mais c'est des petites choses qu'on ne connaissait pas. On ne sait que chercher l'acide oxalique dans les urines. On peut voir en biopsie, mais qui va faire une biopsie de la thyroïde ou des seins pour savoir s'il y a trop d'oxalate? Personne ne va le faire. Donc, éviter les aliments trop riches et en tout cas, éviter d'en manger tous les jours. C'est la dose qui va faire le poison. Et c'est à vous de le voir avec votre assiette. Ok. Et parce que là, pour qu'on avance un petit peu, parce qu'on a notre partie 2 après sur le microbiote et tout. Donc, est-ce qu'on peut résumer un petit peu pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'est-ce qu'on mange pas? Et aussi, parce qu'il y en a beaucoup, ils trouvent que du coup, au final, c'est un peu anxiogène parce que faut pas que je mange de légumes, faut pas que je mange de chocolat. Non, j'ai pas dit pas de légumes. Certains légumes. Il y a 70% des légumes que tu peux manger. Là, j'adore les asperges, j'ai mangé les asperges. Tu as du fenouil, tu as des poireaux, tu as des oignons, tu as de l'ail, tu as les champignons, tu as toutes les salades, tu as tous les radis. Les tomates, enlèvent les pépins et la peau et ça va. On peut aussi manger un carré de chocolat une fois. On peut aussi manger un carré de chocolat. On peut déculpabiliser aussi ça, je pense. Il ne faut pas être en confiance dans tous ces points, c'est ça? Il y a en tout cas une chose qui est définitive, c'est qu'il ne faut plus penser régime monoproduit. C'est ça. Ça a été la mode à une époque. Manger que du raisin, manger que ceci, manger que cela. Il faut vraiment, vraiment éviter ça. C'est vraiment le passé magique. Les cures de raisin, c'est dramatique. Ça va te foutre un foie gras. Voilà. Mais moi, je les ai fait, toutes ces bêtises. Hein. Là, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a effectivement les oxalates. Bon, les huiles de graines, au fond, aujourd'hui, le problème est un peu résolu. Si on est dans cette logique-là, on utilise une huile qui n'est pas de graines, mais qui est de fruits, c'est l'huile d'olive, qui fonctionne extrêmement bien. Ouais. Donc, ce n'est pas la peine de se prendre la tête. Pour ceux qui sont anxieux, je suis déjà sûr que vous utilisez une bonne huile d'olive. Vous savez, aujourd'hui, l'huile d'olive, c'est comme… il y a même des millésimes. Hein. Moi, je fais une tournée j'ai goûté de l'huile d'olive comme on goûte du vin. C'est extraordinaire. Il y a des choses… Donc, vous avez déjà l'huile d'olive. De ce côté-là, vous pouvez vous passer de votre huile de cartame, de pépins de raisin et voilà. Vous pouvez… Ça ne veut pas dire que si vous voulez mettre un peu de goût différent dans votre salade, vous n'allez pas mettre quelques gouttes de cette huile. Il faut savoir raison garder. Ça doit impérativement être pressé à froid et bio. Voilà. Impérativement. Sinon, vous avez des métaux lourds, de l'hexane, des résidus de transformation. Ce sont des huiles à ne jamais acheter. Maintenant, pour les oxalates, mis à part les épinards, mais je connais peu de gens qui mangent des épinards tous les jours. Épinards, oseille, rhubarbe, blette et céleri branche. Le céleri rave, on peut le prendre. Voilà. Et pas le branche. Donc, au fond, ce n'est pas la peine de s'angoisser. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez manger. Et encore une fois, si vous prenez une soupe à l'oseille un jour, ça ne va rien changer dans votre vie. C'est pas… voilà, il ne faut pas… Une fois, votre corps va l'éliminer. Exactement. Voilà. Mais il y a des gens… Je vous dis, moi, j'ai un ami qui m'a appelé. Il avait un champ d'épinards devant chez lui. Il a écouté mon podcast. Il me dit, mais Marion, je croyais que… Parce que je buvais beaucoup de café. Je croyais que c'était le café qui me donnait mes crampes d'estomac, etc. Il a arrêté les épinards, il s'est arrêté ses crampes. Donc, il a compris que c'était ça. J'ai même rencontré une dame de plus de 80 ans qui avait mal au dos, elle avait vraiment des problèmes. Elle cultivait elle-même tous ses légumes et elle était bourrée d'oxalate. Elle a arrêté et elle a plus mal au dos. Je ne sais pas si tu vois. C'est le truc qui t'empêche de guérir, qui te bloque. Il te bloque. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire de l'information. Le chocolat, parce que j'en ai mangé. Hein. Oh là là, moi, j'en mangeais pas qu'un carré. Hein. Ouais. Ce qu'il faut résumer, c'est qu'il ne faut pas manger en abondance des oxalates, donc épinards, etc. Mais on peut en
en manger quand même. Il y en a dans le blé aussi, il y en a dans les céréales. Et Ouais. surtout dans les céréales sans gluten. Ok. Et est-ce qu'on pourrait avancer un petit peu on avait notre deuxième partie sur… Donc, à tous ceux qui nous écoutent, ça va, vous n'êtes plus anxieux. Vous avez de l'huile d'olive chez vous et vous avez vos petites fioles d'huile bio. Si vous voulez donner le petit goût de pépins de raisin ou le petit goût Exactement. de vin, vous pouvez le faire. Maintenant, quant aux salades, Ouais, je sais les pas. épinards, Le allez, pépin de raisin est toujours raffiné, Réginald. absolument. Tu n'as pas de pépin de raisin pressé à froid. Tu sais, les huiles, ça fait 40 ans que je suis sur ce sujet-là. J'avais même mis au point un mélange d'huile. Ne prenez jamais d'huile raffinée. Le pépin de raisin est toujours raffiné. Voilà. Donc, et vous prenez la liste des légumes riches en oxalates et vous les réservez à des moments, à des événements, à ce que vous voulez. Si vous avez une recette qui est particulière, vous pouvez l'utiliser. Je pense que c'est comme ça qu'il faut trouver un bon équilibre pour éviter de se retrouver dans une orthorexie terrible où en fait on va s'interdire beaucoup de choses et on a les effets inverses parce que psychologiquement ça va commencer à poser des problèmes. Mais regarde tout ce que tu peux manger. Tu peux manger des bonnes viandes, du poulet, des œufs, des bons fromages au lait cru. Tu peux y aller avec le chèvre, le parmesan. Une bonne viande, du bon poulet. Voilà. Moi, là aussi, il y a. Je prends du bio, je prends Feroz Food parce qu'il a eu l'intelligence de faire un steak haché avec des abats dedans qu'on ne sent pas. Moi, je trouve qu'on ne les sent pas. Tu fais une bonne sauce à côté avec un bouillon d'os, avec de la moelle, avec de l'huile d'olive si tu veux, etc. Mais c'est trop bon. Et ça a toutes les vitamines. Tu n'as pas besoin de compléments alimentaires parce que tout est dans ce steak. Et ça, c'est génial. Hein. Oui, mais Marion, n'oublie pas que toi, tu es une passionnée de cuisine. Tu es même à l'origine d'un mode de cuisine plus particulier que j'ai chez moi, hein, je tiens à le dire. Et qui est vraiment une chaleur douce et qui permet de garder à la fois les vitamines et de ne pas oxyder les produits. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Une partie d'oxalate et de lectine. Hein. Oui, mais tout le monde n'a pas cette qualité. C'est-à-dire que… Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que je suis une lanceur d'alerte et que c'est en fonction de votre pathologie. Si vous êtes malade, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes, ça vous entraîne un handicap dans votre vie parce que vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez, si votre surpoids vous dérange et vous empêche de faire plein de trucs, ben c'est là où il faut se prendre en main, on se remonte les manches. Et là où je te suis, Réginald, c'est que tu parles de rituels, tu vois, tu parles de retrouver des comment on appelle ça, tu sais, des routines. Des routines, voilà. Des patterns, comme disent les Anglais. Voilà, des routines, parce que tes anciennes routines, il faut que tu trouves des nouvelles routines. Absolument. Et ça, c'est vachement important. Ouais. Ça, je le sais bien, hein, parce que si tu n'as pas une nouvelle routine, tu vas repartir dans tes travers. Exactement. Et ça, d'ailleurs, un conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est ce que je donne comme conseil à mes patients, c'est prenez une page et faites 15 jours, on en a parlé hier, hein, 15 jours, qu'est-ce que je vais manger à midi lundi et le soir du lundi. Et vous allez voir que pour trouver, il faut vraiment se creuser la tête pour avoir une alimentation variée, cohérente et qui permette justement de tenir compte d'un certain nombre de points que tu as évoqués et qui peuvent empêcher la perte de poids ou en tout cas, pire, poser des problèmes de santé. Il est évident que quelqu'un qui a déjà une petite insuffisance rénale, c'est-à-dire une créatinine augmentée supérieure à 11 et puis qui a ce qu'on appelle un débit de filtration glomérulaire qui n'est pas bon et qui diminue avec l'âge, hein, puisque c'est inversement proportionnel, il faut vraiment travailler sur les oxalates. Donc voilà, et d'ailleurs, vous savez qu'à 60-70 ans, on a une diminution de la filtration du rein et que donc à ce moment-là, il faut savoir qu'en diminuant les oxalates, on va protéger son rein. Voilà. J'ai écrit un livre avec la cuisine low oxalate pour les gourmands, avec Sally Norton, justement, parce que les gens ne savent pas comment manger, comment faire des desserts. Et c'est pour ça que là, j'ai mis un point d'honneur à faire quelque chose de gourmand, quoi. Absolument. Absolument. Ouais. Mais encore une fois, Marion, le problème, c'est qu'il y a tellement aujourd'hui d'injonctions pour tous les gens. C'est épouvantable. Non, mais je comprends bien. Mais même pour moi, ça n'a pas été facile. Et quand je découvre ces choses, que je les mets en place et que je vois le résultat, je ne peux pas ne pas partager. Je suis Verseau. C'est là pour ça. Verseau à son bélier. Et le Verseau, son truc, sa mission de vie, c'est le partage. Ah bah bravo. Donc,
Et donc, je suis là pour partager. Je m'en fous de faire le buzz sur Internet. J'ai 70 ans, j'ai l'âge de la retraite. Hein. Donc, je pourrais aller sous mes cocotiers et puis me dire, bon, bah, moi, je vais continuer à nourrir mon esprit et puis, j'ai vraiment pas besoin de ça. Mais on m'a aidé dans ma vie. Donc, c'est à moi de transmettre. Absolument. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut engager maintenant la discussion autour du microbiote? Parce qu'il y a beaucoup de questions sur le microbiote. Exactement. On avait notre partie sur comment un microbiote déséquilibré et une digestion perturbée peuvent augmenter les envies de sucre et dérégler votre énergie. Ah bah alors là, déjà, moi j'en sais quelque chose puisque j'ai toujours eu un intestin en l'air, étant née par césarienne, élevée au lait de vache, élevée aux antibiotiques. Donc j'ai un microbiote absolument désastreux. Je ne peux pas faire d'écart parce que je le paye tout de suite. Et donc, les antinutriments font partie des saboteurs de votre intestin. Le sucre fait partie de vos saboteurs de l'intestin, puisque ça va augmenter les candidats albicans, et vous rentrez dans un cercle vicieux, vous avez toujours envie de sucrer, vous avez toujours envie de manger, vous grignotez en permanence, et ce n'est pas vous, c'est vos bactéries qui vous disent « va me chercher du sucre », parce que si tu ne vas pas m'en chercher, il vous fout en l'air. Ce que je te propose, c'est que je fasse un tout petit rappel sur le microbiote intestinal. Donc, dans votre intestin, vous avez 4 à 5 mètres d'intestin grêle qui, lui, va capter les nutriments, le sucre, les graisses et ainsi de suite. Et puis après, à la fin, vous avez le côlon. C'est le gros intestin qui fait une boucle comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on a mal à droite, mal à gauche en digestion, ça vient souvent du côlon. Et ça finit à l'anus. Voilà. Et donc, dans toute cette sphère, et ça commence dans la bouche parce qu'il y a une flore bactérienne buccale qui est extrêmement importante. C'est pour ça que l'hygiène buccale est fondamentale, mais on ne va pas entrer dans ce détail. Mais dans votre tube digestif, vous avez 10 fois plus de germes que de cellules dans tout votre corps. Donc on abrite, l'homme est un animal symbiotique, il abrite des germes au fur et à mesure de son évolution. Il s'est aperçu qu'en ayant ces germes, eh bien, il allait mieux, il mangeait mieux, il digérait mieux, et donc la nature a fait la symbiose. Donc il y a des germes, et plusieurs types de germes, des germes qui ont des colorations différentes, grammes moins, grammes plus. Il y en a qui sont inflammatoires, d'autres qui sont anti-inflammatoires. Il y a également des petits champignons, les candidats albicans, qui sont très importants parce qu'ils peuvent même être un marqueur du vieillissement. Plus on a de candidats albicans, plus on va vieillir, pour une raison qui est assez complexe, on ne va pas rentrer dans le détail. Et les candidats albicans adorent le sucre. Voilà. C'est leur vie, le sucre. Voilà. Donc, elles sont capables même. Donc, ces bactéries, alors il faut s'imaginer, donc imaginez-vous un tube et tous les centimètres, vous avez une colonie différente. Donc, on a un certain nombre d'espèces, je crois que c'est plus de 1000, je ne me souviens plus parce que ça évolue tous les jours. Et donc, les gens qui ont moins d'espèces ont des problèmes de digestion, ont des problèmes de douleur. La maladie de Crohn, ce sont des gens qui ont quasiment 2 fois moins d'espèces que les autres. C'est pour ça qu'on fait la transplantation fécale pour ces gens. On prend un frère, une sœur, un truc, on fait une transplantation et on réimplante la flore bactérienne intestinale. Voilà. Et cette flore, donc, chaque petite colonie, une à côté de l'autre, parle à l'autre. Voilà. Et la nuit, d'ailleurs, elles dorment. Elles dorment, elles se reposent aussi, elles se requinquent. Et par contre, si vous avez une alimentation qui est trop sucrée, trop acide, vous allez favoriser certains germes. Et parfois, le problème, c'est que si la colonie augmente, elle va augmenter au détriment des copines qui sont à gauche et à droite. Et si elle est vraiment furieuse, elle va faire ce qu'on appelle un biofilm. Et après, il sera quasiment impossible de la déloger. Donc, le microbiote, c'est vraiment un organe dans l'organe. Et il est extrêmement important de comprendre comment ça marche. On est au début, on est au début de l'histoire, puisque, en fait, il faut savoir que 90%, après je te laisse la parole Marion, excuse-moi, 90% de la flore bactérienne est anaérobie, c'est-à-dire qu'elle vit sans oxygène. C'est pour ça qu'on a mis du temps à la trouver. Pourquoi ? Parce que quand on prenait un prélèvement de sel, 95% des germes étaient déjà morts, dès qu'on avait l'échantillon. Maintenant, on a pu voir que donc, les 5%, 10% aérobie, eux, ceux-là, on pouvait les cultiver, pas les autres. Et pourquoi on a découvert et pourquoi on a réussi à les typer ? Tout simplement parce qu'on fait ce qu'on appelle des PCR, c'est-à-dire qu'on voit la trace post-mortem, en fait, la trace d'ADN de la bactérie. On est capable d'avoir une typologie et d'avoir une photographie
de la flore bactérienne intestinale et on hérite la flore bactérienne intestinale de nos parents, de nos grands-parents. Et on a comme ça plusieurs types. Alors, les types, on dit qu'il y en a 17, 21, 24, tous les jours on en découvre. Voilà. Je te laisse la parole, Marie. Et juste, Il y a juste, oui. je prends juste la parole pour les personnes qui nous écoutent. Pour vous rassurer, dans tous les cas, vous avez la rediffusion de tout ce live. J'ai vu beaucoup de messages que c'est très technique, que vous avez du mal à assimiler, du mal à comprendre, ça va très vite. Vous avez du mal à vous rappeler des aliments qu'on a dit, etc. Vous allez avoir la rediffusion qui est totalement gratuite demain par mail. On va aussi vous envoyer les notes, les aliments à manger et à pas manger qui ont été dits dans le live. Donc, n'hésitez pas à poser aussi vos questions. On va y répondre. Donc, pas de panique là-dessus. On est là, c'est gratuit, profitez-en, c'est pour vous, prenez des notes. Et voilà, c'est un temps hyper précieux. Je préfère vous le dire parce que je vois énormément de débats dans le chat sur « je suis pas d'accord, je suis d'accord voilà, etc. » Donc, on ne vous dit pas d'être d'accord, c'est de la science qu'on vous amène. Exactement. Ce n'est pas des idées comme ça qu'on lance, c'est de la science. Voilà. Mais il faut que la science soit comprise, voilà. Soit acceptée et assimilée. Et c'est tout notre travail. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord. Il s'agit de connaître cette science avec Internet, avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez mettre des mots-clés sur PubMed et voir toutes les études qui sont faites. Hein. Vous pouvez aller voir Science, Nature, etc. Et là, PubMed, je le dis pour nos auditeurs, PubMed, c'est la base de données où sont publiées la plupart des expérimentations qui sont vous voyez qu'il y a des centaines d'études par semaine sur des thèmes particuliers. Et donc là, moi, j'ai fait un chapitre, page 137, à la recherche du continent perdu, parce que toute la problématique de notre microbiote, c'est qu'on a décimé des continents de bactéries. Il y a des familles qu'on n'a plus, à cause des césariennes à répétition, à cause de l'allaitement qui n'est pas un allaitement maternel, mais un allaitement au lait industriel. Je suis désolée. Mais dans le lait maternel, vous avez par exemple un acide gras à chaîne impair, d'accord, qui s'appelle, bon, on s'en fout du nom compliqué, c'est le C15. Et ce C15, il se trouve que dans votre lait de maman, il protège votre cellule de l'oxydation. Et donc, quand vous prenez des oméga 3, des sardines, des huiles de poisson, etc., ça va nourrir votre cerveau, nourrir vos cellules, fluidifier vos membranes, c'est génial. Mais quand vous manquez de ce C15, ce qui est mon cas, puisque j'étais allaitée au lait industriel, on le trouve quand même dans certains aliments comme les fromages de chèvre, certains beurres de bonne qualité, le pecorino, le parmesan, certains poissons, etc. Il faut absolument consommer ce type d'acide gras à chaîne impair pour protéger mon membrane. Mais ça, je dérive parce que… D'ailleurs, en fait, le conseil qu'on donne, c'est que la diversification chez l'enfant, le nourrisson, doit commencer tôt, à 6 mois. Oui. Justement, lorsqu'on n'allaite pas pour des tas de raisons, on a des laits qui sont des laits commercialisés, il faut pouvoir retrouver ces éléments naturels lorsqu'on va commencer la diversification. Voilà. Rien n'est perdu. Quand on diversifie, il ne faut pas hésiter à diversifier. Il ne faut pas penser… Vous savez, si vous donnez à un gamin des noix à 4 ans et qu'il n'en a pas goûté avant, il peut faire une allergie aux noix. C'est la même chose pour le céleri, c'est pour la même chose. Donc, il faut le confronter à ce qui va être sa vie, parce que l'immunité se fait dans l'intestin chez l'enfant. Oui, 80%. Donc, je disais l'allaitement maternel, la surconsommation d'antibiotiques, bien entendu. On a enfin compris qu'on avait créé des bactéries résistantes. L'alimentation ultra transformée, ça on le sait, elle a 0 partout, hein, Nutri-Score 0. Les pesticides, les herbicides, ils nous ont remis du glyphosate pour 10 ans. Je suis désolée, je sais que tu dis qu'il n'y a pas de complot. Moi, je dis qu'il y a de la bêtise parce que nos politiques nous invitent à manger des produits empoisonnés, parce que les ultra transformés, c'est vraiment, ça n'apporte rien du tout que de remplir votre estomac et vous faire grossir. Les pesticides, les herbicides qu'on pourrait éviter, parce que comment on faisait avant? On faisait de la permaculture, on avait de la bouillie bordelaise, on avait du purin d'ortie. Ils veulent même l'interdire, ça. Oui, mais la bouillie bordelaise, la bouillie bordelaise, c'est du sulfate de cuivre. Et trop manger de cuivre, en mettre trop, c'est aussi quelque chose qui est polluant. Donc, en fait, le problème, pourquoi… On avait les composts, on avait tout ça. Pourquoi on ne le fait plus? Parce qu'il y a des données économiques dans tout ça.
Oui, Mercosur. Alors, Le nous, on rendement, mangeait de la viande de le merde, rendement alors qu'on a des agricole, élevages en France, Réginald. moi, Moi, je fédère les bons élevages à travers Ferrosoud, à travers d'autres. Je leur dis, s'il vous plaît, faites-vous connaître. Il faut des élevages à l'herbage et on a encore un pays qui peut le faire. Je ne absolument. vois pas Mais pourquoi c'est on vrai, mais économiquement, nous ne sommes pas Mercosur, taillés pour ça. hein. La PAC, la politique Oui, mais européenne ça, moi, je ne suis pas d'accord. agricole, Moi, en tant que c'est citoyen souverain, je peux choisir la qualité de mes aliments et ça ne sera pas vraiment plus cher parce que tu manges moins, parce que tu as une satiété et en mangeant des produits de qualité, tu as une meilleure santé, donc tu coûtes moins cher à la sécurité sociale. Comme tu vieillis en bonne santé, tu as moins besoin de médicaments et c'est bénéfique pour la société aussi, ça. oui. Sauf qu'ils sont arrivés dans un espèce d'entonnoir où ils ne savent pas comment en sortir. Et c'est vous, consommateurs, je suis désolée de faire un peu de politique, mais c'est vous, consommateurs, avec vos choix, que vous pourrez changer notre vie. Sinon, pour moi, on est mal barré, hein, vraiment. Ok, allez, continuons sur le microbiote et sur Donc, on a perdu des continents de bactéries. Et moi, il y a un nommé William Davis, qui est un mec super génial, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Super Gut, qui n'est pas traduit en français. Et il a mis au point des yaourts hyperbiotiques. C'est-à-dire, il a certaines souches qu'on n'a presque plus dans notre intestin, qui s'appellent L-reuteri et L-gaceri. C'est génial parce qu'il y en a un qui t'amène l'ocytocine, une mode de bien-être, tu dors mieux. L-gaceri, il lutte contre le SIBO, c'est un truc génial, hein. Tu fais tes yaourts à la maison. Pour ceux qui en veulent, vous pouvez le trouver sous la forme de compléments alimentaires, hein, dans le commerce. Ah, c'est pas pareil. Alors, excuse-moi, Réginald, parce que moi, Oui. j'ai tout essayé. Oui. Et c'est pourquoi ils sont hyperbiotiques, ces yaourts. Tu les fais à la maison. Donc, comme ça, c'est pas cher. Tu achètes ton litre d'un bon lait bio voilà. Tu achètes les souches, effectivement. Pour le moment, elles sont qu'aux États-Unis. Je vais voir si des Français peuvent les faire. Et tu mélanges ça. Tu prends un peu d'inuline, pas trop, d'accord? Et tu les fais maturer pendant 36 heures à 36 ou 37 degrés. Et là, tu multiplies par des centaines de milliers de milliards de bactéries. Je suis d'accord. Et là, elles vont. Moi, je sais, parce qu'au début, j'ai ballonné, comme j'avais un SIBO, forcément, les bactéries, elles se battent, hein. Au début, quand tu prends ces yaourts hyperbiotiques, si tu as une dysbiose, c'est-à-dire qu'un intestin qui ne marche pas bien, tu vas ballonner. J'ai ballonné, hein. Mais après, maintenant, c'est que du bonheur. Donc, il faut passer cette phase qui peut durer 3 semaines, hein. Et après, c'est que du bonheur. Parce que après, tu prends une souche que tu rensemences, tu n'es pas obligé de la racheter, puisque tu pourras faire d'autres yaourts. Oui, la mère est là. Oui. Et ça se fait tout seul et c'est pas cher. Parce que refaire avec la semence d'avant, etc. Donc, il suffit après de faire tes yaourts. Moi, j'achète des gros pots de 2 litres, comme ça, j'en fais une bonne quantité qui peut durer 15 jours, quoi. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et là, c'est un vrai remède pour recoloniser ton intestin. Tu évites les antinutriments, tu évites les produits ultra transformés. Je ne peux pas appeler ça des aliments. Et là, tu élagues, tu désherbes avant de réensemencer. Parce que si tu rensemences sur une forêt vierge pleine de ronces et tout ça, ça ne va pas marcher. Il y a d'ailleurs des produits ancestraux qui sont utilisés comme au Japon ou à Okinawa, comme le natto. Moi, tu sais que je suis un farouche C'est très du bien. natto. Très bien. Et le natto, c'est en fait, c'est des petites graines de soja qui sont fermentées avec un germe qu'on perd à l'âge de 35 ans. Oui. On ne sait pas pourquoi, 35-40 ans, on l'a plus dans notre flore bactérienne. Et ce germe a un avantage énorme, c'est qu'il a un effet d'abord anti-ostéoporose, parce qu'il fait de la vitamine K, qui permet de pas être. Il n'y a pas d'ostéoporose au Japon. Hein. Et il a aussi un effet anti-âge par un processus qui est assez complexe. C'est pour ça que et le germe s'appelle Subtilis natto. Et il sécrète des protéines particulières et des acides aminés particuliers. Et on le trouve dans le commerce, ça vaut 2 € le petit pochon pour une semaine. Hein. Voilà. Alors, moi, je le prends en complément parce que j'aime pas ça du tout. Le goût est féroce. C'est fort. C'est féroce, mais tous les matins. Donc, je préfère le prendre en complément, tu vois. Et comment au final, on peut retrouver un bon microbiote? Comment on peut, qu'est-ce qu'il faut manger? Comment on peut mieux sentir et comment on peut mieux le comprendre? Tu sais qu'on est tous différents, hein. Selon qu'on est un homme, selon qu'on est une femme, parce que les hommes, ils ont des cycles hormonaux de 24 heures. Nous, on a des cycles hormonaux de 28 jours. Donc, on est beaucoup plus complexe qu'un homme. Donc, pour les femmes, par exemple.
on fabrique de la testostérone comme les hommes. D'ailleurs, Mindy Pelch nous dit qu'au cours de notre vie, on aura eu plus de testostérone qu'un homme. Sûrement, oui. Incroyable. Bref. Donc, c'est la libido. bah, Testostérone. oui. Donc, il n'y a pas de recette toute faite parce que selon que vous êtes né par césarienne ou normale, selon l'état de votre microbiote, votre situation affective, votre stress, tous ces éléments-là, on va en tenir compte. Est-ce que vous êtes sédentaire? Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous mastiquez bien? Oui, mais il y a quand même un élément important, c'est que le microbiote, sa nourriture, ce sont les fibres. Et que donc, il faut pouvoir consommer des fibres. Voilà. Donc, tu peux peut-être donner des conseils là-dessus. Sur ces fibres-là, nous allons parler d'un acide gras à chaîne courte que nos bactéries intestinales adorent, qu'on appelle le butyrate. Moi qui ai toujours eu des gros problèmes de constipation presque toute ma vie, eh bien, en choisissant mes végétaux, parce qu'effectivement, quand tu manges beaucoup de glucides, tu as besoin de beaucoup de fibres pour ralentir leur arrivée dans… Ça, c'est les travaux de Jessine Chospé, elle a eu raison, etc. Mais comme moi, je ne peux pas manger sucré, sinon je serais diabétique, eh bien, je m'aperçois que j'ai beaucoup moins besoin de ces fibres. Et il se trouve que les corps cétoniques, on appelle ça BHB, bêta-hydroxybutyrate. Et elle mange autant ce butyrate-là que le butyrate issu de tes fibres. Et ça, c'est génial. Et le butyrate, tu le trouves dans le beurre, par exemple, de très bonne qualité, bien entendu. Donc, plus vous mangez des glucides, plus vous avez besoin de fibres. Plus vous mangez des fruits, ne les prenez pas sous forme liquide, mais sous forme de fruits, et attention à leur quantité, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt des bonbons sur les arbres qu'on a inventés en les hybridant de façon à ce qu'ils soient de plus en plus sucrés. Donc, les fibres vont être très bénéfiques pour vous. Mais si vous mangez moins sucré, le BHB, c'est-à-dire le bêta-hydroxybutyrate, fabriqué par vos corps cétoniques, eh bien, va vous permettre d'alimenter vos cellules intestinales. Ça, c'est les travaux de Georgia Ede, qui a écrit Nourrir son cerveau, soigner son mental. C'est une psychiatre métabolique. Ce n'est pas la seule à en parler, mais il faut faire cette distinction qu'on ne fait pas encore en France. Et du coup, on peut manger quoi comme fibre? Parce que du coup, on ne peut pas manger certaines fibres. Si, tu peux manger plein de légumes, que tous les légumes que je t'ai dit, toutes les asperges, les salades, les radis, les poireaux, l'oignon, l'ail, je sais pas moi, le céleri rave, les navets. Ok. T'évites, je te dis, les épinards, t'évites les blettes, parce qu'elles sont trop riches en oxalates. Donc, on prend uniquement les légumes et les fibres sans oxalate. Après, on C'est pas d'oxalate, c'est qu'elles ont un taux d'oxalate qui n'est pas embêtant. Voilà. Ok, je comprends mieux. La dose ne sera pas embêtante. Les épinards, la dose va vraiment faire la différence. Un plat d'épinards, tu passes de l'autre côté. Donc déjà, si tu le manges avec de la crème, ça atténue un petit peu parce que ça se combine en oxalate de calcium déjà. Mais fais gaffe parce que ça te déminéralise. Donc si une femme a de l'ostéoporose, franchement, se passer d'épinards, c'est pas grave. Se passer de chocolat, c'est plus compliqué. Donc, le chocolat, il y a une dépendance. Je le trouve très bien venu pour manger un peu de chocolat, tu vois. Ok, donc si on veut avoir un meilleur microbiote, un microbiote du moins plus équilibré, c'est les fibres. Oui. Oui. Les fibres. Ce qui nourrit d'ailleurs les fibres s'appelle des prébiotiques. Oui. Donc le biotique, en fait, c'est le microbiote. Vous avez les prébiotiques qui sont les fibres qui alimentent le microbiote, qu'elles soient solubles ou insolubles. Les insolubles sont moins prébiotiques, ont moins un effet, parce qu'elles obligent le côlon à fermenter. C'est pour ça qu'on pète. Parce que, tout ce qui n'est pas absorbé dans l'intestin grêle va dans le côlon. Et dans le côlon, il y a une fermentation. Et quand la fermentation, c'est les cellules, les germes qui font du gaz carbonique. Et voilà. Donc, il y a vraiment, de ce côté-là, sur le microbiote, il faut comprendre que ce sont, comment dire, les fibres, c'est vraiment l'alimentation privilégiée du microbiote. Tout à l'heure, Marion a parlé de l'inuline. L'inuline aussi, c'est un prébiotique qui est très important. C'est une fibre prébiotique qui va favoriser les germes anti-inflammatoires. Mais quand on a un SIBO, moi je ne supportais pas l'inuline, alors que maintenant… C'est quoi un SIBO? Parce qu'il y a eu énormément de questions. Syndrome intestinal bowel overgrowth, c'est-à-dire que tu as des bactéries qui sont montées dans le grêle, et là c'est le bordel.
Voilà. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas à leur Oh, place. c'est Donc, ce sont des gens qui ont un ventre à géométrie variable un petit peu. l'enfer. Tu as une fleur méthylacétate, tu peux avoir des remontées gastriques en plus, enfin, c'est l'enfer. Il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de Ok. gens. Et donc, ces fibres-là sont extrêmement, extrêmement importantes. Et c'est pour ça qu'on les appelle les prébiotiques. Les probiotiques, ce sont les germes eux-mêmes. D'accord? C'est ce qu'on vous vend en pharmacie, dans des gélules. Vous avez les germes et vous les avalez parce comme ils sont aérobies, ils sont à l'air libre. Parce que si vous vendez des germes anaérobies, ils seraient morts. Donc, ils sont aérobies et vous pouvez les avaler. Et c'est ce qu'on appelle les probiotiques. Donc, si vous avez un déficit en germes aérobies, mais qui ne représente, je vous rappelle, que 5 à 10% de votre flore, à ce moment-là, ça vous fera du bien. Mais si c'est un manque anaérobie, ça ne servira à rien. Il vaut mieux utiliser les prébiotiques. Alors, si tu veux, moi, dans mon livre, j'ai cité plusieurs types de probiotiques. Le Lactobacillus reuteri, qui sa présence dans l'intestin envoie un signal via le nerf vague qui déclenche la libération par le cerveau d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, ce qui semble avoir des effets bénéfiques sur l'humeur et l'anxiété. L. reuteri agit aussi sur la densité osseuse, la masse musculaire et la qualité de la peau. Je sais pas si tu vois l'importance de bons probiotiques s'ils ensemencent son intestin. Le Lactobacillus gasseri, cette souche fait partie de la liste des microbes qui sont désormais largement absents du microbiote de l'homme moderne. Elle a été particulièrement étudiée pour ses effets sur la graisse viscérale et sur le syndrome métabolique. Des études japonaises ont montré que la consommation régulière de L. gasseri réduisait significativement le tour de taille et la graisse abdominale. Elle produit également des antibiotiques naturels efficaces contre les pathogènes. Le problème de tout ça, c'est que c'est la régularité. C'est-à-dire que ce qu'a dit Marion est vrai. Si vous prenez du gasseri, ça a été publié, vous aurez effectivement un tour de taille qui va diminuer. Mais il faut le prendre sur le long terme. Ça n'est pas une prise… Bien sûr, ce sera toujours une fleur de passage. Voilà. Ta fleur commence sale, tu l'as à la naissance, après c'est fini. Hein. Exactement. Donc, absolument. C'est pour ça que les yaourts hyperbiotiques, je les prends tout le temps. Ben voilà. Donc, il faut quand même une certaine… C'est ce qui fait d'ailleurs le succès des médicaments, parce que les médicaments, on les prend une fois, on les prend même en chronique, mais c'est simple, c'est un comprimé. Là, c'est plus compliqué. Mais c'est une autre approche. Si vous voulez prendre soin de vous, on en a parlé hier, mais il faut que vous ayez la volonté de le faire. Oui, il faut prendre la décision. Voilà, exactement. Voilà, parce que la volonté, moi, j'ai fait le ping-pong entre décision et volonté. Si tu n'as pas pris la décision, ta volonté, tu vas craquer. Tu ne peux pas tenir. En revanche, si tu décides, là, c'est pas pareil. Moi, je suis une ancienne boulimique. Hein. Je mangeais, j'allais vomir. Ça m'a duré 15 ans. Hein. Donc, je connais bien cette histoire volonté-décision. Le jour où j'ai décidé, ça a été terminé. On disait, tiens, goûter au marché. Non, donnez-le-moi, je le mangerai au repas. Parce que si je craquais, c'est un peu comme un alcoolique, un boulimique. Hein. Il n'arrive pas à s'arrêter. Et j'ai fait des psychothérapies, machin, bon, plein de trucs. Quoi. Et donc là, on a eu notre première partie où on sait qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, à quoi il faut faire attention, les huiles, les oxalates, etc. On a eu notre deuxième partie sur comment bien équilibrer le microbiote avec du coup les fibres à manger surtout. Et du coup, on a notre troisième partie, il me semble, Réginald, sur les signes concrets d'un déséquilibre alimentaire que la plupart des gens ne relient jamais à leur prise de poids. Est-ce qu'on peut en parler justement sur les signes, sur ces signes-là? Alors, il y a plusieurs signes du déséquilibre alimentaire. D'abord, il y a un point, c'est l'énergie. C'est-à-dire que d'un point de vue général, quand on a une mauvaise alimentation, on va avoir une baisse d'énergie et on va se sentir fatigué, on va se sentir irritable parce qu'on va avoir des pics et des creux métaboliques et donc il y a déjà une sensation, un sentiment. Il faut s'écouter un petit peu, il faut écouter son instinct. Dis-moi, ça ne va pas en ce moment. Pourtant, on m'a dit de manger ça, j'ai mangé ça, j'ai fait attention. Après, les signes d'un déséquilibre, c'est bien entendu les signes biologiques. Si on fait une prise de sang et qu'on s'aperçoit qu'on a des problèmes hépatiques, transaminases, si on a des problèmes de régulation de la glycémie, si on a des triglycérides augmentés, si on a un manque de vitamines. Les vitamines sont fondamentales. La vitamine D, on ne va pas revenir dessus parce qu'elle est tellement fondamentale que j'enfonce des portes ouvertes. 80% des Français sont carencés. Mais il y a les carences aussi en iode parce qu'on a souvent une alimentation qui n'est pas très iodée.
il y a peu de poissons, on mange peu de fruits de mer. Enfin, en tout cas, je parle des Parisiens ou des gens des capitales. Des gens qui sont sur le littoral, ils ont plus d'iode, puis il y a l'air, il y a la mer, et ainsi de suite. Je ne parle pas des montagnards qui, eux, en manquent beaucoup. Donc, il faut savoir, il faut s'écouter. Et donc, on peut faire un petit bilan avec son médecin pour avoir un bilan biologique et un bilan urinaire. Parce qu'en fait, dans les urines, on note beaucoup de choses sur le déséquilibre alimentaire. On sait énormément de choses à travers les urines. Bien entendu, l'idéal, c'est les urines des 24 heures parce qu'elles donnent une véritable photographie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent en disant « Docteur, j'ai grossi parce que je suis très stressé, je fais du cortisol. » Bon, ok, très bien. Mais dans les urines, on va voir la cortisolurie. Et on va voir si effectivement il y a eu une augmentation de ce cortisol. Donc, et puis, troisièmement, c'est l'hygiène de vie. Je suis en déséquilibre, effectivement, je mange le mieux possible, mais est-ce que je brûle ce que je mange? Je rappelle que, pour reprendre l'exemple de la voiture hybride, si vous mettez de l'essence et que vous ne la consommez pas, eh bien, si vous en mettez tout le temps et que vous ne brûlez pas cette essence, la voiture va avoir de l'essence, va sentir l'essence parce qu'il y en aura trop. Donc voilà, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est très intuitu personnel, hein, le déséquilibre alimentaire. Comment je me sens quand je suis en déséquilibre alimentaire, c'est très intuitu personnel. Marion, tu veux ajouter peut-être? Alors, moi, j'ai des signaux d'alarme sans passer par les analyses. Oui. Tu le dis, la fatigue. La fatigue, c'est les mitochondries qui ne fonctionnent pas, il y a des carences, etc., que tu vas aller chercher. Le brouillard mental après les repas. Le coup de pompe à 14 heures. Moi, je dormais après les repas. C'était la sieste, quoi. Tiens, petite question. Est-ce que vous savez, Sébastien, sais-tu pourquoi on a un coup de pompe après 14 heures quand on a mangé? C'est le pic après le repas. Il y a un pic glycémique. Et le crash. Vous avez un pancréas qui fonctionne, il envoie de l'insuline, mais un peu trop, parce que vous avez mangé un peu trop sucré. Et pouf, ça descend, mais ça descend trop bas. Ça fait un crash. Voilà. C'est par exemple les gens en réunion, quand on est dans une entreprise, vous savez, il y a ces gens qui sont en réunion qui s'endorment en réunion. C'est clair. Et c'est des gens sérieux, mais ils ne peuvent pas faire comment, ils dorment. Ils ont la tête comme ça, on ne sait pas quoi faire, on est gêné, parce qu'il y a le patron, je ne sais pas quoi. Et on dit, mais c'est pas possible, mais on ne peut pas le pousser comme ça, parce qu'il va. Voilà. Et ça, c'est typique de l'hypoglycémie réactionnelle après un gros repas. Ouais. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, parce que normalement, toi, Sébastien, si tu fais un gros repas et qu'à 2h30 de l'après-midi, tu es dans ton bureau, ce qui va se passer, c'est que tu vas l'avoir, cette chute de glycémie. Mais ton foie va réagir. Il va lâcher du sucre. Et tu vas rester poliment dans la réunion et tu vas écouter, tu vas participer. Mais il y a des gens qui ont un foie qui est devenu résistant. Et donc, quand il a ce pic, cette chute après le pic, eh bien, il ne lâche plus de sucre. Et parce qu'ils sont résistants à l'insuline. Voilà. Tu comprends? C'est ça. Tu fais monter l'insuline et puis tu rentres dans ce cercle vicieux. Tu comprends? Alors, la fringale à 17h, hein, ça c'est très souvent ces gens-là. Le ventre gonflé après avoir mangé des lentilles, des pois chiches, enfin, toutes ces légumineuses-là. Le réveil nocturne entre 2h et 4h solaire, hein, parce que nous, avec nos joujoux à jouer avec nos horaires, moi je trouve ça, je déteste changer d'horaire. Ah oui, mais ça, il faut aller voir M. Giton. Je déteste. Je ne comprends pas qu'on ait fait une chose pareille. Bref, on est à 2 heures de plus. C'est-à-dire que là, en ce moment, il est 20h26, il serait 2 heures de moins à l'heure solaire. C'est vrai. Ça, c'est absolument, c'est très vrai. Ouais. Le changement d'heure, c'est… Ah, moi, je déteste. Hein. Je ne comprends pas qu'on ne prenne pas… Il y a plein de pays qui ne changent pas d'horaire. Pourquoi on continue à changer d'horaire? C'est débile. C'est-à-dire que la France, quand il y a eu la crise du pétrole en 1973, a convaincu… C'était débile, ça n'a rien changé. A changé d'horaire comme elle, et puis maintenant, c'est elle qui veut arrêter, mais les autres disent « Ah ben attendez, vous nous avez fait changer. » Voilà, je te dis, ce n'est pas nos politiques qui vont nous faire changer, c'est à nous de nous prendre en main. Ouais. Ah oui, mais ça c'est un langage très révolutionnaire, Marion. Oui, je le suis de plus en plus. Présente aux élections. Vraiment, ils exagèrent. Et les mains et les pieds froids. Tu vois, je ne dis pas le syndrome de Raynaud, qui est un syndrome où on a tellement peu de circulation dans les mains, mais c'est un des signaux d'inflexibilité métabolique, de problèmes d'antinutriments, etc. Donc ça, c'est des petits signes comme ça. Je trouve que regardez ce qui se passe dans votre ventre, ces chutes d'énergie, et ce n'est pas forcément que la thyroïde, tu vois. Absolument. Et puis, il y a encore un autre aspect qu'on n'a pas du tout abordé, mais qu'on aborde dans nos livres,
c'est l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire de ne pas avoir une alimentation trop acide. Parce que l'acidité, elle doit se tamponner. C'est-à-dire qu'on doit compenser l'acidité. Pour compenser l'acidité, il n'y a pas de solution, c'est calcium, magnésium et Les oxalates t'empêchent de l'assimiler, donc ça t'acidifie. oui, d'accord. Voilà. Mais bon, on peut, pour ceux qui ne mangent pas d'oxalate, il y a aussi ce risque. En fait, ce qu'il faut savoir, parce que je vois les remarques dans le chat, c'est vrai que pour certains, c'est parfois difficile. Mais il faut comprendre que la nutrition, c'est une science et un art. Oui, c'est un art. La science, c'est la science, elle est publiée. L'art, c'est la façon dont on le vit et dont on va la vivre. Et donc, c'est complexe. On ne peut pas résumer le fonctionnement du corps humain et surtout le geste le plus symbolique, c'est-à-dire de mettre quelque chose dans sa bouche qui va rentrer dans son corps, c'est-à-dire ce qu'on va manger, ça va faire partie de nos cellules. C'est éminemment complexe. Voilà. Donc nous, on essaye d'un point de vue pédagogique de le rendre plus simple, mais il est vrai qu'il y a tellement de conséquences possibles à une mauvaise alimentation qu'il est important, en tout cas, ce que je vous conseille à ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans cette partie-là, c'est d'approfondir. Vous avez la chance on a la chance aujourd'hui d'avoir Internet, d'avoir des gens sérieux. Approfondissez. Regardez Oxalate. Qu'est-ce que ça vous dit? Lectine. Il y a des gens qui vont adhérer, d'autres pas. D'autres qui vont dire, écoutez, vous me cassez les pieds avec votre truc là. Oui, bah c'est. Voilà. On est le résultat de nos choix. Hein. On est le résultat de nos choix, mais à la limite, quelqu'un qui assume ce choix et qui sait, il se comportera de toute façon pas vraiment de la même façon après. Parce qu'il aura appris. La formation, c'est la règle absolue, c'est la clé pour l'évolution. Hein. Connais-toi toi-même, c'est sur le Trocadéro. Voilà. Alors, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de faire un carnet alimentaire. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Tu notes tout ce que tu manges, tout ce qui passe par ta bouche. Donc, quand je faisais des consultations il y a plus de 26 ans, eh bien, je ne voulais pas voir les gens tant qu'ils n'avaient pas rempli pendant une semaine leur carnet alimentaire. Ils marquent tout ce qu'ils mangent, matin, midi, soir, s'ils grignotent, quoi, les tisanes qu'ils boivent, etc. Comment ils se sentent après, quelles sont leurs émotions. Tu vois, il faut mettre l'état dans lequel tu es après. Exactement. D'ailleurs, dans le craving, dans les épisodes de On ne résiste pas au sucre, on a envie, il faut toujours noter ce qui, dans l'heure, a précédé d'un point de vue comportement, stress, relation. J'ai parlé hier des personnes toxiques. Les personnes toxiques, ce sont des personnes qui harcèlent de façon, soit en étant présentes, soit en n'étant pas présentes, parce qu'on a toujours l'impression de ce qu'on fait n'est jamais bien fait. Et donc, ça crée toujours des micro-pulsions de cortisol qui entretiennent la prise de poids ou la non-perte de poids. Donc, il faut, l'entourage est très important aussi, d'être supportif. Quelqu'un qui veut perdre du poids, il faut qu'il soit aidé. Il ne faut pas qu'il soit « Oh, arrête avec ton truc, là, allez, prends, machin. » Ça, pour moi, c'est très important. C'est très, très important. Parfois aussi important que ce qu'on mange. Mais c'est vrai que quand tu as un hypoglycémie, ce qui était mon cas, tu deviens irritable, tu es fatigué. D'ailleurs, c'est un des signes annoncés dans le prédiabète. Il y a ce signe-là, l'irritabilité. Fatigue, irritabilité. Tu pètes les plombs, tu es anxieux, tu peux même avoir des bouffées d'angoisse. C'est dingue. Absolument. Et est-ce que on avait une dernière partie, et je pense qu'il peut bien résumer tout ce qu'on s'est dit. C'était pourquoi certaines habitudes réputées saines ne le sont pas forcément pour vous. Et je pense que c'est un bon point parce qu'on on peut manger des aliments, on pense qu'on mange sain, mais au final, c'est pas du tout le cas. Est-ce qu'on peut en parler? Peut-être, Réginald, si tu veux commencer. Alors, les habitudes saines, d'abord, il y a un problème de définition. Ce qui est sain pour toi n'est pas sain pour moi. C'est-à-dire que c'est aussi très ethnique, lié à la géographie, lié à la famille. Il y a des us et coutumes qui font que parfois on a l'impression de faire bien, on ne fait pas bien. Donc ça, déjà, il faut analyser quels sont les systèmes automatiques dans la famille, dans le couple, dans l'environnement, et analyser ces phénomènes automatiques. Alors, manger sainement, quand on prend de l'huile d'olive, on mange sainement, grosso modo. Maintenant, comment on la chauffe, c'est autre chose. Il faut rentrer dans le détail, parce que trop chauffer une huile d'olive, ce n'est pas obligatoirement une très très bonne chose. Il y a le fait de manger, on l'a vu avec Marion, on a tous, quand on a des fringales, des amandes dans la poche aujourd'hui, il ne faut plus d'amandes dans la poche, il faut de macadamia. Voilà. Voilà. Donc il faut…
ou des pistaches. Mais les pistaches, le problème, c'est qu'elles sont salées parfois. Et rappelez-vous… Quand tu es en keto comme moi, le salé n'est pas un problème du tout. Oui, mais une molécule de sel, 2 molécules d'eau. Donc, quand on est obnubilé par son poids… Oui, sauf quand tu es en cétose, mais c'est un Quand autre, tu es en cétose, un mais autre on n'est mécanisme. pas en cétose. Voilà. Donc, le problème, c'est que si on mange salé, en dehors de toute pathologie particulière, on va garder l'eau. Vous savez bien que quand vous allez dans le désert et que vous voulez traverser le désert, vous prenez de l'eau et du sel. Parce que sinon, si vous n'avez pas de sel, vous allez transpirer cette eau et vous allez en consommer 10 fois plus. Bien sûr. Donc voilà, le sucre fait exactement la même chose. Une molécule de sucre, 2 molécules d'eau, comme le sel. C'est pour ça que quand on prend un gros dessert la veille, qu'on est invité à un anniversaire, on prend un gros dessert sucré, le lendemain matin, on se dit « Oh là, je suis bouffi ». C'est lié au sucre. C'est pas lié aux calories. C'est lié à l'eau, en fait, qui s'est captée. Voilà. Donc, sur les habitudes alimentaires, je pense que ce qu'il faut, je rejoins ce que dit Marion, prenez une feuille de papier, mettez chaque jour et notez tout ce que vous avez mangé pendant 15 jours. Tout, même ce que vous avez bu et non bu. Parce que souvent, dans les interrogatoires alimentaires, ce qui est frappant, c'est qu'on se ment à soi-même. On diminue toujours les quantités. On est toujours dans la déflation, on n'est pas dans l'inflation. Donc faites ça, et puis ensuite, à l'aune de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on s'est dit beaucoup de choses, hein, c'était riche. Ce qu'il faut, c'est vous regardez ce tableau et vous notez. Est-ce que j'utilise des huiles de graines? Est-ce que j'ai beaucoup d'oxalates? Est-ce que j'ai une alimentation, on n'a pas parlé beaucoup d'acido basique, mais est-ce que mon alimentation n'est pas trop acide? Et ainsi de suite. Et là, vous ferez votre religion vous-même, et vous pourrez comme ça évoluer et supprimer peut-être des mauvaises habitudes. Voilà. Marion, qu'est-ce que tu en penses? Bon, déjà, on dénonce les aliments qui nous perturbent, et ça, vous êtes tous différents. Donc, c'est là où il faut que vous connaissiez, vous soyez à l'écoute de votre corps. Et il y a tellement de règles qu'on vous donne. On vous dit, prenez un petit déjeuner salé. C'est vrai. Mais si tu n'as pas faim le matin, tu ne manges pas. Moi, je parlerais plutôt de premier repas. Parce que ce premier repas, si tu veux le prendre le matin, bah, prends-le si tu as faim. Mais si tu n'as pas faim, c'est dommage, ne le prends pas. Attends d'avoir faim. Et si tu as faim à 11 heures, tu peux attendre jusqu'à midi, ce n'est pas grave. Et tu mangeras très bien à l'heure du déjeuner. Et ton premier repas sera protéiné parce qu'on le sait, et tu le sais, Réginald, que le matin, notre insuline, elle est au taquet. Et si tu manges sucré, là, tu vas te faire un crash et tu vas être en hypoglycémie et la journée est foutue. Toute la journée est foutue. Moi, je le sais, hein, parce que j'adorais les croissants au beurre, j'adorais les mueslis avec du sucre et des céréales, et je ne comprenais pas pourquoi j'avais des idées noires. C'est trop pour moi, j'entends plus. Les croissants au beurre. Moi, je suis d'une génération, petit incident, où les croissants au beurre, mon père, je me souviens, les achetait le dimanche. Pourquoi? Parce que le boulanger n'en faisait que le dimanche. Ah oui, c'est trop bon. Il fallait passer, c'était à Levallois-Perret, pour une petite histoire, et il fallait le samedi les réserver. C'était des vrais croissants au beurre, c'était délicieux. Et moi, un croissant au beurre le dimanche matin, franchement, ça va. Mais en manger tous les jours, c'est pas possible. Je faisais tout Paris pour avoir les meilleurs croissants au beurre, les meilleurs chaussons aux pommes. Mais je vous ai dit, j'ai mangé beaucoup de cochonneries, évidemment. Et je prenais du poids et après, je faisais n'importe quoi pour maigrir, tu vois. Et ça c'est pas bon. Parce qu'on va faire le yo-yo et on va en reprendre encore plus après. Donc, c'est là où il faut un mode de vie et non pas un régime. Et dans ce mode de vie, on commence à connaître les clés, les codes. Parce que génétiquement, par exemple, ça c'est dans mon livre Symbiotique qui était avant celui-là, je parle des gens qui ne sont pas sécréteurs du FUT2. Fucosyl, c'est une enzyme qui permet à ton intestin d'accrocher les bonnes bactéries. Mais quand tu n'es pas sécréteur, tu vas te battre avec ton candida albicans à vie. C'est pour ça que maintenant, heureusement, on sait le détecter et on vous donne un complément de FUT2 et puis comme ça, vous êtes tranquille. Et le nombre de gens à qui ça a sauvé la vie et qui n'arrivaient pas à perdre du poids, ils étaient en candidose permanente. Donc, bien sûr, on n'a plus de volonté parce que des bactéries te demandent d'aller chercher du sucre et puis tu craques. Si tu es FUT2 non sécréteur, tu prends la gélule et tout va bien. C'est des petites choses comme ça qu'on connaît aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas avant. Et ça, je trouve que la génomique, plus faire avant
personne ne cherchait l'insuline. On cherchait ta glycémie, mais personne ne faisait ton taux d'insuline. Il n'y a que le diabétologue comme Réginald qui le cherche, l'insuline à jeun. Mais c'est une analyse qu'on ne faisait pas. L'analyse du rapport HDL triglycérides, personne ne le faisait. Et pourtant, ça va nous donner des éléments pour savoir, pour connaître un peu ton métabolisme. Donc aujourd'hui, on a fait des progrès et des médecins comme Réginald peuvent aider plein de gens parce que justement, il va connaître un peu l'état de ton terrain et il va t'orienter petit à petit. Moi, je vous oriente en vous disant faites gaffe à certains antinutriments et voilà comment on peut recoloniser un intestin parce que crois-moi, j'ai galéré pour ça. Et comment retrouver cette flexibilité métabolique parce que c'est ça qu'on devrait être comme l'homme ancestral, mais on ne l'est plus parce que notre société nous empoisonne. Nous empoisonne, vraiment. C'est clair. C'est clair. Merci Marion. Et d'ailleurs, avant qu'on puisse, on va pouvoir répondre un peu aux questions avant qu'on termine. Alors, allons-y. Réponse. Juste avant ça, Marion, elle nous a parlé un petit peu justement que Réginald peut vous aider. Si vous voulez continuer, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont dit que c'était très technique, mais qu'ils ont appris aussi énormément de choses. Si vous voulez aller plus loin sur tout ça, vous avez la masterclass dont on vous a parlé sur Mentor Show avec Réginald d'hier. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez les liens dans le chat pour tous ceux qui veulent suivre la méthode qu'on a créée avec Réginald. Je le rappelle juste en 2-3 mots pour tous ceux qui veulent le faire, mais c'est surtout pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont vraiment besoin d'accompagnement, qui ont vraiment besoin de mettre en application tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Vous avez la méthode Nouvel Équilibre, où vous avez l'intégralité des conseils de Réginald à l'intérieur de la masterclass, qui est faite en 4 modules. Je le rappelle, vous avez le module 1, comprendre pourquoi s'engager dans la perte de poids, le module 2, les véritables causes du surpoids, le module 3, les impacts du surpoids sur la santé, et le module 4, une méthode simple pour un changement durable, comme disait Marion. C'est un mode de vie qu'il faut qu'on adapte, c'est un mode de vie qu'il faut qu'on applique, et qu'on crée avec toute la donnée et toute la science qu'on a aujourd'hui à notre portée. Donc voilà, donc pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez le faire. Vous avez le lien qui est dans le chat et vous allez avoir tous les conseils. Vous allez avoir aussi tout un suivi avec des coachs dont on vous a parlé hier. Vous avez 4 sessions de coaching par semaine en live avec plein de coachs différents pour vous accompagner, pour vous permettre de garder la motivation tout au long de votre processus de la masterclass. Et ça peut vraiment changer votre vie. On aura d'ailleurs un témoignage d'une personne qui a suivi tous les conseils de Réginald et qui a changé aussi sa vie juste après, qui sera Anne, qui sera là pour nous accompagner. Peut-être Réginald, si tu as peut-être un petit mot sur la masterclass, et après on pourra répondre à toutes les questions pour tout le monde. Oui, cette masterclass, elle a été faite vraiment pour, j'espère, la plus didactique possible. Elle est sur des éléments assez fondamentaux qui sont liés à mon expérience qui a maintenant quelques dizaines d'années, je dois dire, et que, au fond, moi, ce que je recommande et je le répète, il faut, au fond, se retrouver l'estime de soi à travers la démarche qui consiste à manger mieux, à perdre du poids, à faire de l'exercice, à se respecter. Nous sommes dans une société où, en fait, nous sommes devenus une variable d'ajustement d'un groupe. Et il ne faut plus être cette variable d'ajustement. Parce que comme on est une variable d'ajustement, effectivement, il y a d'autres éléments, comme le dit Marion très très bien, qui ont évolué, qu'on a fait de l'agriculture productive et productiviste. Mais cela dit, cette agriculture plutôt raisonnée en France, il faut l'avouer, les agriculteurs français sont plutôt des gens qui travaillent bien. Mais il y a effectivement de l'utilisation de pesticides. Alors, il y a la grande question glyphosate, pas glyphosate. Moi, je ne suis pas expert, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Je dis simplement que plus on se rapproche de l'aliment de base, moins on le traite et mieux on se porte. Donc, ce n'est pas la peine de… Après, il y a la productivité, les circuits de distribution, le fait d'être en ville. C'est vrai que manger bio, local, c'est mieux quand on est à la campagne et quand on a des amitiés avec des agriculteurs, des éleveurs et ainsi de suite. En ville, c'est très compliqué. D'autant que je rappelle que dans le bio, il y a des risques de moisissure si le bio est mal ensilé, si le bio est mal géré. Voilà, donc dans la masterclass, on essaie justement d'aborder tous ces points pour rendre les choses possibles. Parce qu'il y a l'idéal et il y a ce qui est possible. Voilà. Moi, ma mission, c'est de rendre les choses possibles. Et on a aussi des lanceurs d'alerte, et une particulièrement qui est Marion, qui, elle, est plongée parce qu'elle a eu ces problèmes, parce qu'elle a été confrontée. Ce qui est avantageux, ce qui est très, très bien dans ce que dit Marion, c'est qu'elle c'est du vécu. C'est pas
une scientifique qui a passé son temps à lire des bouquins et qui a fait des expérimentations, elle l'a vécu dans sa chair. Parce qu'elle l'a dit, son enfance n'a pas été évidente. Elle a eu tous les artefacts de cette période des années 60-70, où en fait on était sur le rapide, le vite fait, le pas trop cher, même si le prix n'était pas une question, mais en fait elle en a souffert dans sa chair. Et elle a trouvé la solution. Alors c'est sa solution, ça lui va, elle le transmet, et c'est pour ça que j'ai tenu à la voir ce soir, c'est qu'elle nous le transmet, elle nous a donné des pistes qui sont sérieuses, et ce que je vous demande, c'est de ne pas rester passif. Je vous demande, pour compléter, et peut-être qu'on complétera d'ailleurs la masterclass avec ça, c'est d'aller voir vous-même. Faites-vous votre opinion. Hein, si vous êtes sur cette masterclass, c'est que vous avez envie d'approfondir. Donc, approfondissez, venez enrichir, donnez des idées, et nous, on sera là pour justement les intégrer, pourquoi pas. Ouais. Marion, tu veux ajouter un mot? Non, c'est ta masterclass, parce que moi, je n'ai pas fait de masterclass, donc j'en ferai peut-être un jour. Oui, bienvenue. C'est la bienvenue. Comme je l'ai dit hier, personne ne peut détenir la vérité. Personne. Exactement. Et c'est ces chemins qu'il faut explorer. Et un tel prendra ce chemin et il se sentira bien avec ce chemin. Et ben tant mieux pour lui. Voilà, c'est ce qu'on lui souhaite. Il n'y a pas de. Moi, je n'aime pas les gens exclusifs. Je n'aime pas les gens qui disent c'est moi, je veux, c'est comme ça. Tous les autres, c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Mais là, moi, dans mon livre Keto-Biotique, ma masterclass, c'est ça. Ça ne coûte pas cher, d'ailleurs, en plus. C'est une collégiale d'études américaines. Hein. Donc, je ne fais que passer le message de ce qui est le plus actualisé et qui regroupe toutes les problématiques qu'on peut rencontrer pour retrouver une bonne santé. Quoi. Oui, je vu qu'il y avait des questions beaucoup sur le FUT2. Est-ce que tu peux juste définir le FUT2 parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce que c'était. Alors, vous savez que pour avoir accès à notre génotype, ça a coûté des milliards d'euros et on peut faire l'étude de son génotype comme le groupe sanguin. Vous savez, le groupe sanguin, on vous le fait dès la naissance maintenant. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, peut-être 15, mais une dizaine d'années, pour quelques centaines d'euros, on peut faire l'analyse de son génotype. Son génotype, c'est quoi? C'est que tu as des gènes qui sont protecteurs et tu as des gènes qui sont déficients. Et donc, quand tu connais ton génotype, tout le monde connaît l'ApoE. L'ApoE étant le génotype qui, quand tu es du papa et de la maman, on appelle ça homozygote. Si tu es ApoE4, tu as 40% de chances de plus que tout le monde de faire une maladie d'Alzheimer. D'accord? On t'appelle d'ailleurs diabète de type 3 et on s'aperçoit qu'à génotype égal, c'est quand même une maladie métabolique qu'on peut très bien éviter. Donc ton gène, c'est pas ça qui va te donner la maladie, mais c'est ça qui va te fragiliser. Et si tu connais tes fragilités, et notamment le FUT2 qu'on ne connaissait pas du tout, qui est le fucosyl, peu importe, eh bien, il y a les gens qui les sécrètent et cela, tout va bien, parce que génétiquement, on est tous différents. Hein. Mais on a, quand les gens ne sont pas sécréteurs de ce gène, eh bien, ils vont avoir toutes les problématiques du monde intestinal. Leur candida va être en trop grande quantité, puisque le candida fait partie de notre microbiote, mais tant qu'il est tranquille, je disais tout à l'heure, ça va. C'est comme les sangliers, tu sais, moi j'habite dans le Midi, si tu as quelques sangliers, c'est bien, ils débroussaillent, mais quand tu as trop de sangliers, ils foutent le bordel. Ben, c'est pareil pour le candida, et si tu es FUT2 non sécréteur, tu ne régleras jamais ton problème de candida. Voilà, en fait, le FUT2 non sécréteur, c'est quelqu'un qui ne fait pas cette molécule. Cette molécule est indispensable pour faire le mucus qui tapisse l'intestin. Quand ce mucus n'est pas... Vous savez, dans l'intestin, vous avez l'intestin, vous avez les germes. Et le mucus protège de la flore bactérienne, parce que si les bactéries passent entre les cellules de l'intestin, ils vont aller dans les ganglions mésentériques, ils vont faire une inflammation, parce qu'ils vont être bouffés par les macrophages, et là, vous avez de l'inflammation. Et c'est ce qui fait les douleurs abdominales. Voilà. Donc, les gens non sécréteurs, aujourd'hui, c'est simple, on prend du FUT2 et on est un sécréteur. Mais pour ça, il faut aller voir un médecin qui connaît ces problèmes-là, un gastro-entérologue ou un... Ils ne le connaissent pas. Donc, vous allez dans les labos. Il y a le laboratoire, je suis désolée, hein, mais il y a le laboratoire LIMS, qui est un laboratoire belge, LIMS,
hein, vous tapez l'IMSS, ou il y a Innovi, je crois, qui fait ça aussi. Vous demandez le test, il y a Nordic Genex, alors eux, ils font tout le génotype. Et là, vous connaissez toutes vos forces et vos faiblesses. Ça coûte 300 et quelques euros. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, je vous en parle, parce que moi, ça m'a beaucoup apporté en lumière, en connais-toi toi-même. Et donc, quand j'ai vu génétiquement que j'étais programmée, si j'avais mangé comme tout le monde pour être diabétique, obèse, avec un problème d'oxydation parce que j'ai un foie qui génère mal son glutathion, qui est le meilleur antioxydant que vous puissiez connaître. Donc, tous ces éléments-là, une fois que j'ai su que je n'ai pas de protection antioxydant, ok, je vais m'aider, je vais aider mon foie avec du glutathion ou du NAC. Enfin, c'est toutes ces petites choses, c'est un peu technique. Peut-être que je ferai une masterclass après tout. Hein. C'est des petites choses techniques qui font que vous pouvez aider votre organisme. Et à ce moment-là, le métabolisme, c'est très fin. Hein. On peut vraiment perturber son métabolisme. Moi, quand je vais à Paris, là, j'étais hier encore, je suis perturbée. Moi, dès que je mange des trucs un peu extérieurs, ça ne va pas, quoi. Ouais, c'est clair. Ce que je vous propose, n'hésitez pas dans le chat à envoyer vos questions, parce qu'on va pouvoir y répondre maintenant. Je sais que vous avez plein de questions. Je suis en train de lire aussi toutes les questions qui ont été remontées par l'équipe. Et c'est des questions qui sont classées par ordre il y a eu énormément de questions similaires, en gros, sur le passage. Donc, c'est des questions énormément posées. On a par exemple Nathalie qui dit ma question serait, quelle solution quand on a pris des kilos dits émotionnels, stress, problèmes familiaux, j'ai fait n'importe quoi, grignotage de tout et de rien, tout le temps, pas en grande quantité, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je vais d'abord répondre parce que moi, j'y suis passée. Hein. J'ai eu des viols, des machins, des trucs. Je ferai un jour mon mémoire. On devrait le sortir l'année prochaine. On peut s'en sortir, mais il faut travailler sur soi. J'avais fait un séminaire qui s'appelle Écoute ton corps et qui existe encore. Moi, je trouve vachement bien ce séminaire. Ça m'a permis il y a eu des prises de conscience de fait et on peut sortir de ce côté de victimisation des choses. On peut se prendre en main, mais ça passe par des séminaires ou une psychothérapie. J'ai aussi fait de psychothérapie. J'ai fait beaucoup de développement personnel, mais il y a des bons là-dedans. Et ça, l'alimentation ne peut pas tout faire. Et il va falloir que vous trouviez les bons coachs. Et je vous dis, moi, Écoute ton corps, c'est une Canadienne qui a mis ça au point. Elle a écrit un livre qui Écoute ton corps. Au début, ça me dérangeait un peu qu'elle mettait Dieu par-ci, Dieu par-là. Mais il faut passer au-dessus parce que c'est vachement bien. Elle a écrit aussi un livre qui s'appelle Les 5 blessures. Moi, je conseille aux gens de faire plutôt les séminaires, non pas par Internet, mais in vivo. Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil quand tu as 25 personnes avec toi, qu'on te coach, que tu prends conscience, tu peux peut-être éclater en sanglots, tu vas être dans les résistances, le groupe t'aide. Derrière un écran, c'est pas pareil. C'est difficile. Ça n'a rien à voir. C'est juste. Ouais. Absolument. Travaille sur soi. Tu veux ajouter quelque chose, Réginald, ou on peut passer? Oui, moi je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que d'abord, encore une fois, je suis toujours centré sur mes personnages toxiques dans l'entourage. Il faut déjà les repérer, se faire aider pour les repérer, et un bon psychothérapeute peut vous aider à les repérer. Oui. C'est vraiment d'en parler. Déjà parler, vous savez, mettre des mots sur son malaise, mettre des mots, c'est rendre ce malaise, c'est pouvoir le voir, c'est pouvoir l'entendre. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que le penser. Penser, c'est bien, parler, c'est mieux. Parce que parler, ça donne la matière à ce stress, à ce harcèlement parfois. Il faut en parler. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un psychothérapeute? C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce qu'il ne faut pas en parler aux amis, mais pas à la famille. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous payez pour vous écouter. Voilà. Et en fait, le vrai thérapeute dans cette affaire, bon, je ne vais pas me transformer en idéologue de la psychothérapie, mais le vrai thérapeute dans cette affaire, c'est vous-même. Parce que vous vous entendez dire parfois l'horreur, l'horrible, que vous n'arrivez même pas à transmettre. Mais vous l'entendez, vous le dites, ça prend corps. Et parce que ça prend corps, vous allez pouvoir travailler dessus, comme de la pâte à modeler. Tant que ça n'a pas pris ce corps, et donc le garder pour soi, ça ne sert à rien. À part se détruire, pas dormir, se faire un ulcère ou une gastrite plutôt, parce qu'un ulcère, c'est Helicobacter pylori. Avoir des problèmes de comportement, être constipé, avoir des diarrhées, ça ne sert à rien. Quand on a ce type de problème, qu'on sent que le corps est en train de payer la facture, eh bien, quand le corps paye la facture du cerveau, il faut aller voir quelqu'un. Voilà. Ah oui, et il y a
Il y a Oxygène aussi. Il y a plein de bons séminaires, franchement. Et la psychothérapie, le psychothérapeute, il te parle, hein, il est en interaction avec. Mais juste un point sur la psychothérapie. Les psychothérapies, excusez-moi, c'est peut-être un peu vulgaire, mais c'est comme les chaussures, hein, ça s'essaye. C'est-à-dire que il faut en voir un, il faut en voir deux. Il y en a un avec qui ou une avec qui ça va coller. Voilà. Parce que souvent, quand on dit allez voir un psy, on dit ouais, je suis pas fou moi. Non, Non, pas fou. Quand vous avez mal au nez, vous allez voir un ORL. Donc, quand vous avez mal à l'âme, vous allez voir quelqu'un dont le métier, c'est pas parfait, ça guérit pas tout de suite, ça met parfois du temps, mais c'est quelqu'un qui va vous écouter. Et en fait, le problème, quand on est dans la situation qu'a décrit la personne qui nous a écrit, très, très franchement, c'est qu'on se sent très seul, on se sent très isolé. Et donc, il faut déjà, quand on veut, vous savez, les forteresses assiégées tombent toutes dans l'histoire. Il n'y en a jamais une qui a tenu. Elles ont toutes été envahies. Quand on se sent assiégé, il faut sortir. Ouais. Il faut aller, il faut changer de paradigme, il faut faire une sortie. C'est le seul. Si vous ne faites pas de sortie, de toute façon, c'est fini. Ouais. Voilà. Et la sortie, elle aussi, moi, ça peut être le thérapeute, ça peut être la prière, ça peut être la méditation, ça peut être le sport, ça peut être ce que vous voulez, l'amour, ça peut être ce que vous voulez. Mais il faut sortir. Je me lève un peu parce que j'en ai marre d'être assise. Il y a... Société assise. Je vais faire des squats. J'ai une dernière question d'ailleurs. Oui. C'est de Coccinelle qui dit bonjour, j'ai 65 ans, diabète de type 2 plus Ozempic. Oui. Je ne perds pas 1 gramme malgré 100 gras, sans alcool, très très peu de sucre. Pourquoi? Alors d'abord, il faut connaître le poids d'origine. Il faut savoir quelle est l'ancienneté du diabète. Parce qu'il y a un diabète de 5 ans, un diabète de 10 ou de 15 ans, de 20 ans, ce n'est pas le même. Ouais. Il y a aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ça met du temps. C'est-à-dire qu'il faut du temps. Quand on est plus âgé, quand on a dépassé 45 ans, en fait, en gros, tout va commencer à prendre du temps. Donc, il ne faut pas se désespérer, continuer, faire de l'exercice parce que l'endroit encore où on brûle des calories, je le rappelle, c'est le muscle, le cerveau et surtout le muscle. Donc, il faut continuer. Il ne faut pas perdre espoir. Et si ce n'est pas l'Ozempic, ça peut être autre chose. Ça peut être un autre traitement. Parfois, un inhibiteur SGLT2 peut très bien marcher chez des gens qui ont tendance à garder le sucre. Donc, voilà, on en a parlé hier, des inhibiteurs SGLT2. Et ça peut être aussi le tirzépatide, la nouvelle génération de GLP-1. Donc, il y a plein de solutions. Son médecin saura trouver. Et il faut juste qu'elle lui dise, voilà, ça fait 6 mois, ça n'a pas bougé, j'ai envie que ça bouge. Mais aussi voir son hémoglobine glyquée, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas perdre de poids, mais qui vont résoudre le problème de l'hémoglobine glyquée. Mais c'est compliqué à distance comme ça. Hein, voilà. Mais en tout cas, il faut continuer. Ok. Voilà. Peut-être, c'est déjà 20h55. Ah oui, là, ça y est, là, on dépasse les bornes. Là. Je vous ai dit minuit, je m'en vais. Noir, comme on dit sur scène. En plus, moi, j'ai Anne qui attend et tout, en plus, après derrière, pour qu'elle intervienne et partage son histoire. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Moi, je voulais vous dire merci à tous les deux pour tout ce que vous avez partagé ce soir. J'ai vu énormément de messages positifs, même s'il y a eu beaucoup de messages de gens qui demandaient plus de clarté et tout, mais je pense qu'on a aussi beaucoup clarifié de choses. Merci à tous les deux pour votre temps, votre énergie. Merci Marion aussi d'avoir participé à tout ça. Peut-être que vous avez un petit mot de la fin. Marion, si tu veux commencer. C'est être en accord avec son corps. Parce que si ta tête n'est pas en accord avec ton corps, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment être en accord et à l'écoute de son corps. Donc déjà, parce que toutes les règles, elles existent, mais c'est à toi de choisir, c'est à toi de savoir si tu as faim ou pas, si tu peux prendre telle décision. Donc, et il faut que ça soit en accord. Si tu n'es pas en accord, c'est-à-dire que tu dis « il faut », ça ne marchera pas. D'accord? C'est « je décide », j'expérimente, mais ce n'est pas une semaine, hein, parce qu'un métabolisme, c'est minimum 3 mois. Hein. Donc, minimum 3 mois, parce que l'inflexibilité métabolique, ça peut, pour nous les femmes, durer plus longtemps, en fonction de votre âge. Moi, je vous le dis, ça a duré près de 2 ans. Hein. Pour avoir une courbe comme j'ai là maintenant, mais je fais youpi, quoi. Mais j'étais vraiment pas comme ça, quoi. Tu vois, là, je redescends bien, parce que moi, je fais une alimentation dite cétogène, c'est-à-dire j'ai moins de 20 grammes de glucides par jour, quoi. Voilà, donc là, la glycémie… Là, on est dans un autre monde,
Mais j'en parlerai, je ferai peut-être une masterclass là-dessus. Mais on peut y arriver, ça fait 3 ans que je suis comme ça, et pour rien au monde, je changerais. Parce que moi, dès que je mange un peu de glucides, tac, ça me déséquilibre. Terminé, quoi, pour moi. Donc, je mange des légumes, j'ai mangé un peu de fraises, des choses comme ça, tu vois. Mais quel plaisir de manger de la crème, du beurre, de la viande, des poulets, des œufs. C'est finalement manger gourmand. Mais il y a des choses, des renoncements nécessaires, voilà. Donc, il faut être en accord. Et si tu n'es pas en accord, ça ne marchera pas. Donc, en accord. Je suis d'accord. Bon, moi, pour terminer, deux petites citations rapides. Il y a un ami de mon père qui disait un truc, il disait les problèmes dont on ne s'occupe pas finissent toujours par s'occuper de vous. Et ça, j'en ai fait ma devise. C'est-à-dire que, et vous le savez bien, dans la vie quotidienne, c'est le dossier qu'on laisse en disant ouais, à la fin, ça termine toujours mal. Donc, quand on relève un problème chez soi et qu'on a quelque chose qui ne va pas, il faut s'en occuper. C'est ce que vous faites puisque vous êtes sur Mentor Show, donc vous vous en occupez. La deuxième chose, c'est pas de moi, c'est de Winston Churchill, pour qui j'ai une admiration sans borne, qui dit « Never surrender ». Ne vous rendez jamais. Jamais. Il faut continuer. Il faut... La vie, c'est l'action. La vie, c'est d'avancer. Et donc, ne vous rendez jamais. Ne prenez jamais ça pour une fatalité. En plus, je vais vous donner quand même un espoir énorme. C'est qu'aujourd'hui, avec la science, l'émergence de l'intelligence artificielle, dont je rappelle qu'elle existe depuis 50 ans. Hein, voilà. Aujourd'hui, elle sait parler. Elle sait parler la France, comme on dit. Mais avant, elle était beaucoup plus compliquée, l'approche. Mais entre les recherches, l'intelligence artificielle, chaque jour qui passe amènera une solution possible. Donc, il ne faut pas se dire, même pour ceux qui se disent « Oh, je suis mal barré, je commence à avoir des trous de mémoire », ne lâchez rien, parce que ça va venir. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt un optimiste et je pense que c'est la bonne façon de faire. Donc, ne vous rendez jamais, n'acceptez jamais ça comme une fatalité. Voilà, il faut se battre. Voilà. Merci à vous deux. À très vite. Et vous avez juste à fermer votre petite fenêtre. Et après, nous, on continue le travail. Voilà. Allez, merci tout le monde et merci. Marion, à bientôt. On s'en sort. À bientôt. Au revoir. Voilà, écoutez, c'est pas terminé. On va avoir Anne, pardon, qui va pouvoir intervenir juste après, qui va partager son expérience. Donc, j'attends qu'elle arrive